L'héritage de l'ombre, le secret de Thornillan. Une mère sans abri, dormant dans sa voiture avec sa fille de 6 ans, reçut un jour une lettre qui allait bouleverser leur existence, une lettre capable de les sauver, ou de les détruire à jamais. Car le manoir victorien qu'elle venait d'hériter ne renfermait pas seulement des secrets derrière ses murs. Il cachait aussi une fortune de 245 millions de dollars, dissimulée dans le grenier, et des hommes puissants seraient prêts à tuer pour la garder dans l'ombre. Le parking derrière le vieux Walgreen de la 5e rue n'était pas censé être une maison. Pourtant, depuis 3 mois, Maya Chen et sa fille Sophie y vivaient, recluses dans une Honda Civic à moitié rouillée, garée dans le coin le plus sombre du terrain. L'endroit n'avait plus de lampadaire depuis des années, une bénédiction, pensait Maya. Moins de lumière, c'était moins de questions, moins de regards, moins de coups frappés à la vitre à 2 heures du matin pour leur dire de déguerpir. Maya avait 32 ans, mais ses traits portaient la fatigue d'une vie plus longue. Ses mains, marquées par des années de travail dans la restauration, semblaient avoir oublié la douceur. Ses yeux, cerclés d'ombre, ne connaissaient plus le repos. Autrefois, elle rêvait d'université, peut-être d'ouvrir un petit café à elle. Mais la vie avait eu d'autres projets, un mariage brisé par la violence, un propriétaire sans scrupules qui avait changé les serrures pendant qu'elle travaillait, un système lent et indifférent qui ne tendait jamais la main à ceux qui tombaient. Ce soir-là, elle était assise dans le siège conducteur, emmitouflée dans une couverture donnée par un refuge. Derrière elle, Sophie dormait profondément, recroquevillée comme un point d'interrogation. Son vieux lapin en peluche, râpé et sans une oreille, reposait sous son menton. L'enfant ne se plaignait jamais. Elle ne demandait pas pourquoi elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Elle se contentait de serrer la main de sa mère et de murmurer. « Demain, ce sera mieux, maman ?» Et chaque nuit, Maya promettait que oui. Même quand elle n'y croyait plus. Les matins étaient les plus durs. Avant l'aube, Maya quittait la voiture pour marcher jusqu'à la station-service du coin. Dans la petite salle de bain éclairée au néon, elle lavait son visage, se brossait les dents et enfilait les vêtements les moins froissés qu'elle possédait. Puis elle revenait à la voiture, réveillait doucement Sophie et l'aidait à se préparer pour l'école primaire, 6 pâtés de maison plus loin. Sophie ne disait jamais aux autres enfants où elle vivait. Maya le lui avait fait promettre. C'était leur secret, leur stratégie de survie. Une fois sa fille déposée, Maya se rendait au dîner de Maple Street, où elle servait le petit déjeuner et le déjeuner pour $6 de l'heure, plus les pourboires. Les bons jours, elle rentrait avec $60. Les mauvais, à peine 30. À ce rythme, impossible de payer une caution pour un appartement. Juste assez pour l'essence, la nourriture, et une lessive hebdomadaire. Les autres serveuses étaient bienveillantes. Elles évitaient les questions. Betty, la chef de salle, lui glissait parfois de quoi manger, des muffins rassis, des pancakes froids, un sandwich emballé dans du papier aluminium. Maya acceptait avec gratitude, glissant les restes dans son sac pour Sophie. Le soir, après l'école, elle passait quelques heures à la bibliothèque municipale. Sophie faisait ses devoirs à une table pendant que Maya consultait les offres d'emploi sur les ordinateurs publics. Elle cherchait désespérément quelque chose de mieux, un travail, un miracle. Mais partout, on exigeait une adresse fixe, un numéro de téléphone stable, des références. Des choses qu'elle n'avait plus. Et puis, un mardi après-midi banal, tout changea. Pendant le calme entre le service du midi et celui du soir, Maya nettoyait les tables quand Betty s'approcha, tenant une grande enveloppe brune. « C'est pour toi, ma belle. » Recommandé, en plus. J'ai dû signer. Maya la fixa, interdite. Personne ne lui envoyait du courrier. Personne ne savait où elle travaillait. Elle n'existait plus vraiment. Sur l'enveloppe, son nom apparaissait en lettres élégantes, Maya Rose Thompson, son nom de jeune fille. Le coin supérieur portait une adresse, Whitmore et Associates, avocat, Hollow Creek, Vermont. Ses doigts tremblaient quand elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier épais, d'une blancheur presque arrogante. Le genre de papier qui respirait l'argent, ou les ennuis. Peut-être les deux. Chère mademoiselle Thompson. Nous avons le devoir de vous informer du décès de votre grand-tante, Eleanor Margaret Thompson, survenu le 15 septembre. Conformément à son testament, vous avez été désignée seule héritière de ses biens, incluant la résidence familiale située au 117 Thornillan, Hollow Creek, Vermont, ainsi que tous les actifs qu'elle contient. Nous comprenons que cette nouvelle puisse vous surprendre, Miss Thompson ayant mené une vie particulièrement discrète ces dernières années. Néanmoins,
nos registres indiquent que vous êtes sa plus proche parente encore en vie. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre cabinet dans les 30 jours afin de procéder au transfert de propriété et à la lecture des documents successoraux. Sincèrement, Richard Whitmore, Esquire. Maya lut la lettre 3 fois. Puis une 4e. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait les pulsations dans ses tempes. Grand-tante Eleanor. Le nom évoquait vaguement une photo en sépia dans un vieil album, une femme sévère que sa mère avait mentionnée autrefois. Elle ne s'était jamais rencontrée. Elle ignorait même qu'elle fût encore en vie. Mais maintenant, elle était morte. Et, contre toute logique, elle lui léguait une maison. Betty se pencha pour lire par-dessus son épaule. « Bon sang, ma fille, tu viens d'hériter ? » ?»« Je crois, oui. »« Mais, pourquoi moi ?» Betty haussa les épaules en riant. « Et pourquoi pas toi ? » ?»« Une maison, Maya. Une vraie maison. » À Hollow Creek ? Je ne sais même pas où c'est. Alors trouve-le, chérie. Et file y jeter un œil. Cette nuit-là, Maya était assise dans la voiture, la lettre étalée sur le tableau de bord. À côté d'elle, son téléphone affichait une carte, Hollow Creek, Vermont. Un point minuscule perdu au milieu des montagnes, à des heures de route de la moindre grande ville. 3000 habitants à peine. Une ville que le temps semblait avoir oubliée. La maison, elle, se trouvait sur Thornhill Lane, une rue si petite qu'elle n'apparaissait même pas sur la carte. Sophie, assise sur la banquette arrière, observait l'écran d'un air émerveillé. « C'est là qu'on va aller, maman ?» Maya déglutit difficilement. « Peut-être, mon cœur. Il faut d'abord que je sois sûr que tout ça est vrai. »« Et si c'est vrai ?» demanda la petite, les yeux pleins d'espoir. Maya la regarda longuement. Ses mêmes yeux avaient vu la pauvreté, la peur, les nuits glacées dans une voiture qui sentait l'essence. Et dans ce regard d'enfant, elle sentit une chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Un espoir dangereux. Terrifiant. Mais vivant. Alors, peut-être qu'on n'aura plus jamais à dormir ici, murmura-t-elle. Sophie sourit, un vrai sourire, lumineux comme l'aube. Et j'aurai ma propre chambre ? Maya la serra dans ses bras, les larmes montant malgré elle. Oui, mon trésor. Ta propre chambre. 2 jours plus tard, elle vida le contenu de sa boîte à gants, $218.33. Pas assez pour une chambre d'hôtel. À peine assez pour l'essence et un peu de nourriture. Mais suffisant pour atteindre le Vermont. Elle dormirait dans la voiture sur la route, comme toujours. Avant de partir, Maya alla voir Betty, la gorge serrée. J'ai besoin de quelques jours, peut-être plus. Betty hocha la tête, compréhensive. Vas-y, ma belle. Et si cette maison est bien à toi, promets-moi de m'envoyer une photo. Tu mérites mieux que ce foutu parking. Maya esquissa un sourire tremblant. Puis elle prit la route, Sophie endormie à l'arrière, la lettre posée sur le siège passager comme un talisman. Devant elle, les kilomètres s'étiraient comme un ruban de promesses. Derrière elle, le passé s'effaçait dans les phares des camions. Elle ne savait pas encore que le manoir de Thornhill Lane l'attendait et immense, figé dans le temps, ses fenêtres closes comme des paupières sur un secret trop lourd. Elle ignorait encore que l'héritage d'Eleanor Thompson n'était pas seulement une maison. C'était une énigme. Un avertissement. Et la clé d'un trésor que d'autres avaient juré de garder enterré à tout prix. La maison de Thornhill Lane. Betty n'avait posé aucune question. Elle s'était contentée de la serrer longuement dans ses bras avant de glisser 2 billets de $100 dans sa main. « C'est pour l'essence, » dit-elle d'une voix ferme. « Et ne pense même pas à discuter, ma chérie. » Maya avait pleuré en silence, enfermée dans la petite salle de bain du restaurant, pendant 10 longues minutes. Quand elle en était sortie, ses yeux étaient rouges mais son cœur décidé. Avant l'aube, elle avait bouclé les 3 sacs poubelles qui contenaient leurs vêtements, pris la boîte de livres, le vieux lapin en peluche de Sophie, et un dossier soigneusement rangé, certificat de naissance, carte de sécurité sociale, le courrier de l'avocat, tout ce qui prouvait encore leur existence dans le monde. Elles quittèrent la ville dans le froid bleu du matin. Sophie, assise à l'arrière, observait le paysage défiler, entourée de ceux qui tenaient lieu de foyer. Le voyage dura 2 jours. Elle dormait dans des aires de repos, mangeait des sandwichs tièdes de station-service et écoutait la radio quand les grésillements permettaient d'entendre autre chose que le vent. Parfois, Sophie dessinait au dos de vieux reçus,
transformant les kilomètres en petits bouts d'imaginaire pendant que sa mère, concentrée sur la route, se débattait avec ses pensées. Et si la maison n'était qu'une ruine? Et si tout cela n'était qu'une erreur? Et si, cette fois encore, la chance lui échappait? Mais si, au contraire, c'était vrai? Si une nouvelle vie les attendait au bout du chemin? Le deuxième jour, peu après midi, la brume d'automne se dissipa, laissant apparaître Hollow Creek. Un bourg minuscule, comme figé hors du temps, une seule rue principale bordée d'une poste, d'une quincaillerie aux volets écaillés, d'un petit restaurant et d'une boutique à moitié fermée. Tout semblait dater de 1950. Au loin, les montagnes encerclaient la vallée, leurs cimes déjà poudrées de neige. Maya gara sa vieille Honda devant un petit bâtiment de briques, Whitmore et Associates, cabinet juridique. Niché entre la poste et une boutique d'antiquités close depuis des années, il semblait appartenir à une autre époque. Elle inspira profondément, le cœur serré, puis se tourna vers Sophie. « Reste ici un instant, d'accord ? » »« D'accord, maman. » À l'intérieur, l'air sentait la cire et le papier ancien. Derrière un bureau de chêne, une réceptionniste aux cheveux d'argent leva les yeux. « Puis-je vous aider ? Je suis Maya Thompson. J'ai rendez-vous avec Monsieur Whitmore. » L'expression de la femme changea, un mélange de surprise et de compassion traversa son visage. « Ah, bien sûr, un instant, s'il vous plaît. » Elle disparut dans une pièce du fond, laissant Maya seule au milieu de cadres anciens suspendus au mur, des photographies jaunies montrant Hollow Creek à travers les décennies calèches, balles de village, demeures victoriennes. Une en particulier retint son attention. On y voyait une maison gigantesque, 3 étages, une véranda circulaire, et une tour s'élevant comme une couronne vers le ciel. Sous la photo, une légende gravée, Domaine Thompson, vers 1902. Thompson. Son nom. Mademoiselle Thompson? Un homme mince, la soixantaine élégante, se tenait dans l'encadrement de la porte. Des lunettes cerclées de fils d'acier luisaient sous la lumière. « Richard Whitmore, » dit-il en lui serrant la main. « Merci d'être venu. » Son ton, pourtant, laissait entendre qu'il ne s'attendait pas à la voir. « Entrez donc, je vous en prie. » Le bureau était exigu, saturé de classeurs et de piles de dossiers. Whitmore s'assit derrière son bureau, joignant les doigts. « Je vais aller droit au but, » dit-il. « Votre grand-tante, Eleanor Thompson, est décédée il y a 3 mois. Elle n'avait ni enfants, ni frères ou sœurs, et très peu de famille encore en vie. » Maya sentit sa gorge se serrer. « Alors, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir légué la maison? »« Parce que vous êtes famille, » répondit-il simplement. « La dernière du nom, à notre connaissance. » Eleanor tenait à ce que le domaine reste dans le sang des Thompson, même si ce lien devenait lointain. Il fit glisser un dossier vers elle, acte de propriété, relevé d'impôts, un testament manuscrit daté de 6 mois avant la mort d'Eleanor. « La maison appartient à votre lignée depuis plus d'1 siècle, » expliqua-t-il. « Construite par votre arrière-arrière-grand-père, un magnate des chemins de fer. Depuis 30 ans, elle est presque inhabitée. Votre tante vivait seule, refusait toutes les offres d'achat et ne quittait guère la propriété. » Il marqua une pause. La ville a certaines opinions sur la demeure. Quel genre d'opinions? Il hésita, l'air légèrement gêné. Certains disent qu'elle est maudite. D'autres qu'Eleanor gardait un secret, quelque chose d'ancien. Des histoires de village, bien sûr, ajouta-t-il en agitant la main, mais je préfère être franc, la maison est en mauvais état. Il faudrait une fortune pour la restaurer. Les taxes sont à jour, mais les services publics ont été coupés depuis des mois. Si vous comptiez la vendre rapidement, vous serez déçu. Personne n'en veut. Maya contempla le document devant elle. Son nom y était imprimé, noir sur blanc, Maya Thompson, propriétaire du 117, Thornhill Lane. « Je peux la voir ?» demanda-t-elle doucement. Whitmore leva les sourcils. « Vous voulez y aller maintenant? J'ai conduit 2 jours pour venir ici. »« Oui, je veux la voir. » Il soupira, ouvrit un tiroir et en sortit un trousseau de lourdes clés en laiton terni. « Suivez la route de Thornhill jusqu'au bout, après le cimetière. Vous ne pouvez pas la manquer. C'est la seule maison là-bas. » Lorsqu'elle se leva pour partir, il ajouta. « Mademoiselle Thompson, soyez prudente. Cette maison est restée seule très longtemps. Et parfois, les lieux comme celui-là n'aiment pas être réveillés. » Maya ne répondit pas. Elle retrouva Sophie dans la voiture,
le visage collé contre la vitre. Alors, maman, demanda la fillette. C'est à nous? Maya brandit les clés, les doigts tremblants. Oui, mon cœur. C'est à nous. Elles suivirent la route sinueuse de Thornhill, bordée d'arbres aux branches emmêlées. Le bitume craquelé disparaissait parfois sous les mauvaises herbes, comme si la forêt tentait de reprendre possession du chemin. Les rayons du soleil filtraient à peine entre les feuillages, projetant des ombres mouvantes sur le capot. On dirait un conte de fées, murmura Sophie, fascinée. Maya eut un sourire nerveux. Oui, un conte de fées, pensa T.L. Mais les contes ne disaient pas toujours la vérité sur les châteaux. Le cimetière apparut soudain, petit carré de terre entouré d'une grille de fer forgé. Les pierres tombales penchaient comme des dents usées, couvertes de mousse. Au-delà, la route se resserra, serpentant entre les troncs jusqu'à ce qu'un espace s'ouvre enfin devant elle. Et là, dans la lumière pâle de l'après-midi, le domaine Thompson apparut. Maya arrêta la voiture. L'air lui manqua. La maison se dressait devant elle, colossale et splendide dans sa décrépitude. 3 étages de bois peint jadis en bleu-gris, dont la plupart des moulures avaient été rongées par le temps. Une tour élancée dominait l'ensemble, son toit pointu perçant le ciel couvert. La véranda qui entourait la façade s'affaissait par endroits, et les fenêtres brisées semblaient autant d'yeux aveugles tournés vers elle. Les jardins, envahis de ronces et de hautes herbes, étranglaient les colonnes et s'étendaient jusqu'au portail. Pourtant, malgré la ruine, la beauté demeurait une majesté silencieuse, comme celle d'une reine déchue. Maman, souffla Sophie. C'est un château. Maya hocha la tête, incapable de parler. Elle avança lentement sur le gravier du long chemin menant au perron, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Lorsqu'elle coupa le moteur, le silence s'abattit autour d'elle, épais et presque sacré. Pendant un moment, aucune ne bougea. Puis Sophie, impatiente, ouvrit sa portière. « Viens, maman. Allons voir notre maison. » Les marches du perron gémirent sous leurs pas. Le vent faisait danser les feuilles mortes autour de leurs chevilles. Devant elle, la porte d'entrée, massive, était sculptée de motifs floraux. Ses vitraux poussiéreux filtraient la lumière en fragments colorés. Maya introduisit la clé dans la serrure, elle tourna avec un déclic lourd. La porte s'ouvrit lentement, exhalant un souffle glacé qui les enveloppa. Une odeur les frappa, poussière, bois humide, vieux papier, et, plus subtilement, un parfum fané, presque féminin, comme celui d'un flacon oublié sur une coiffeuse depuis des décennies. Elles franchirent le seuil. Le vestibule s'étendait devant elles, vaste et solennel. Un escalier majestueux s'enroulait vers l'étage, sa rampe sculptée couverte de toiles d'araignée. Un lustre en cristal pendait au plafond, son éclat terni par les années. À gauche, un salon aux meubles recouverts de drap blanc, à droite, une salle à manger dominée par une longue table capable d'accueillir 20 convives. Sophie, fascinée, courait déjà d'une pièce à l'autre, ses petits pas résonnant sur le parquet. Maya resta immobile, la main sur la rampe, le regard levé vers la galerie du premier étage. Sous la poussière, elle sentit battre quelque chose, non pas un cœur, mais une mémoire. Cette maison n'était pas simplement à elle. Elle l'attendait. Et dans le silence suspendu, Maya comprit qu'en ouvrant cette porte, elle n'avait pas seulement hérité d'un toit. Elle venait d'entrer dans l'histoire oubliée de sa famille. La maison d'Hollow Creek. « Maman, regarde. Il y a une cheminée, et des tableaux sur les murs. » Maya s'avança lentement, ses yeux s'habituant peu à peu à la pénombre. La poussière recouvrait tout, les meubles, les cadres, les étagères. Mais sous cette couche de gris, elle percevait les vestiges d'une splendeur oubliée. Des moulures raffinées couraient le long du plafond, le parquet en chêne craquait doucement sous ses pas, et sur les murs s'effaçaient encore des motifs délicatement peints à la main. Cet endroit avait été autrefois un palais de vanité, une demeure érigée comme monument de richesse et de prestige. Maya écarta un grand drap jauni qui recouvrait un meuble, sous le tissu apparut un canapé de velours bordeaux, fané mais encore digne. À côté, une table basse aux pieds sculptés finement. Au-dessus, un tableau à l'huile représentait un homme au visage sévère, vêtu d'un costume 3 pièces. Ses yeux semblaient la suivre à travers la pièce, froid et pénétrant. « C'est qui, lui » demanda Sophie, qui venait de la rejoindre. « Je crois que c'est notre arrière-arrière-grand-père » murmura Maya. « Celui qui a construit cette maison. » Elles parcoururent ensemble le rez-de-chaussée, pièce après pièce, comme 2 exploratrices pénétrant dans un sanctuaire endormi. Une bibliothèque aux étagères allant du sol au plafond,
rempli de volumes anciens. Un salon de musique où un piano à queue sommeillait sous un manteau de poussière. Une vaste cuisine, avec un vieux poêle en fonte et un évier de ferme aussi large qu'une baignoire. Chaque pièce semblait figée dans le temps, comme si Eleanor, la dernière occupante, s'était simplement levée un matin et avait quitté les lieux sans jamais revenir. Mais à mesure qu'elles avançaient, Maya commença à remarquer des choses troublantes. Des griffures profondes sur certaines portes, comme si quelqu'un avait tenté de s'enfuir ou de forcer l'entrée. Et, plus étrange encore, des verrous à l'extérieur de plusieurs chambres du 2e étage. Pourquoi verrouiller quelqu'un à l'intérieur, pensa-t-elle, frissonnant. Dans la bibliothèque, elle découvrit un petit coffre-fort encastré dans le mur. Sa porte pendait ouverte, vide. Quelqu'un avait déjà pris ce qu'il contenait. Le 3e étage, plus étroit et sombre, devait être autrefois celui des domestiques, de petites chambres à plafond bas, aux murs nus. Au bout du couloir, une dernière porte. Différente. Plus lourde. 3 verrous. Maya essaya la poignée. « Qu'y a-t-il là-haut, maman » demanda Sophie, les yeux levés vers le plafond. « Le grenier, je crois. » Elle tenta les clés que M. Whitmore, l'avocat, lui avait remises. Aucune ne correspondait. La porte resta immobile, obstinément close. « On verra ça plus tard » dit-elle, en dissimulant le frisson d'inquiétude qui lui remontait la nuque. Le soleil déclinait déjà lorsque Maya et sa fille redescendirent vers le hall d'entrée. La lumière dorée de l'après-midi traversait les vitres ternies, jetant sur le sol des reflets fantomatiques. Maya leva les yeux vers la cage d'escalier monumentale, le cœur serré. La maison tombait en ruine. Elle n'avait ni électricité, ni eau courante, ni chauffage. Pourtant, c'était la leur. 4 murs, un toit, un refuge plus qu'elle n'avait eu depuis des mois. « On peut dormir ici ce soir » demanda Sophie d'une voix timide. Maya regarda sa fille, lut dans ses yeux la lueur fragile de l'espoir. Elle pouvait retourner dormir dans la voiture, sur le parking derrière le Walgreen, ou bien rester ici, dans cette demeure brisée, mystérieuse, mais désormais leur propriété. « Oui » répondit-elle doucement. « On peut rester. » Elles installèrent leurs quelques affaires dans le salon, la pièce la moins abîmée. Maya trouva d'anciens draps dans une armoire à linge et improvisa un nid de fortune sur le plancher. Sophie s'endormit presque aussitôt, épuisée par le voyage et les émotions de la journée. Maya, elle, ne trouva pas le sommeil. Elle resta assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, observant la nuit avaler peu à peu les jardins envahis de ronces. La maison semblait respirer. Elle craquait, gémissait, soupirait dans le silence. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque souffle de vent à travers une vitre brisée ressemblait à une voix murmurante. Elle repensa aux paroles de l'avocat, Eleanor avait protégé quelque chose. Le village croyait la maison maudite. On disait que des choses étranges s'y étaient produites. Et surtout, cette porte du grenier, verrouillée 3 fois. Était-ce pour empêcher quelque chose d'entrer? Ou d'en sortir? Maya resserra la couverture autour de ses épaules et fixa l'obscurité. Elle avait hérité d'une maison, d'un nouveau départ. Mais plus les heures passaient, plus elle sentait qu'elle avait reçu un autre héritage aussi, quelque chose de caché, tapi dans l'ombre, patient. Et, d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'elle finirait par le découvrir. Le matin du renouveau. L'aube arriva froide et grise. La lumière filtrait à travers les vitres poussiéreuses comme une eau trouble à travers un tissu. Maya ouvrit les yeux, la nuque raide, le dos endolori par le sol dur. À côté d'elle, Sophie dormait encore, respirant doucement, paisiblement. Pendant une seconde, Maya oublia où elle était. Puis son regard se posa sur le lustre suspendu au plafond, le papier peint décollé, les meubles drapés de blanc tels des spectres patientant depuis des décennies. Oui, elles étaient bien ici. Dans un manoir. Leur manoir. Elle se leva avec précaution pour ne pas réveiller Sophie et s'approcha de la fenêtre. Le souffle lui manqua. Au-delà du jardin envahi par les herbes folles, la forêt s'étendait à perte de vue. Plus loin, des montagnes aux cimes noyées de brume s'élevaient vers le ciel. C'était beau. Sombre. Sauvage. Et terriblement isolé. Son estomac la rappela à la réalité. Elle n'avait presque rien mangé la veille. Maya fouilla dans les sacs, quelques paquets de biscuits, un pot de beurre de cacahuètes acheté au magasin général. Ce serait leur petit déjeuner. Sophie se réveilla en se frottant les yeux.
Maman, on va vraiment habiter ici? Oui, mon ange. C'est notre maison, maintenant. La fillette s'assit, observant la pièce sous la lumière du matin. Le salon paraissait moins effrayant, plus triste qu'effrayant, comme un lieu magnifique abandonné depuis trop longtemps. On pourra encore explorer aujourd'hui, demanda-t-elle, pleine d'entrain. Maya sourit malgré la fatigue. Oui, après le petit déjeuner. Mais il faudra être prudente. Certains planchers peuvent être dangereux. Elles mangèrent assises sur le sol, la lanterne de camping servant de table improvisée. Sophie bavardait sans cesse, elle voulait choisir sa chambre, nettoyer le jardin, retrouver peut-être une balançoire cachée sous les broussailles. Son enthousiasme était contagieux, et Maya sentit pour la première fois depuis des mois une lueur d'espoir véritable. Peut-être qu'elle pouvait vraiment s'en sortir ici. Après le repas, Maya entreprit une exploration méthodique. Bloc-notes en main, elle fit des listes, ce qu'il fallait réparer, ce qu'on pouvait récupérer, ce qui était perdu à jamais. La cuisine était un désastre, les tuyaux avaient éclaté depuis longtemps, laissant des traces d'humidité sur le plancher. Le vieux poêle semblait tout droit sorti d'un musée. Pourtant, la structure tenait bon, les armoires en bois massif, la grande fenêtre donnant sur le jardin, et ce garde-manger immense où l'on pouvait presque entrer. La salle à manger, elle, avait mieux résisté au temps. Une table de chêne massif trônait au centre, encore droite malgré les années. Maya compta 16 chaises, toutes ornées du même motif sculpté que la rampe d'escalier. Cette maison avait été conçue pour impressionner, pour recevoir, pour éblouir. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'un théâtre désert, attendant qu'on rallume la lumière. Les secrets de la bibliothèque. Quand Maya entra à nouveau dans la bibliothèque, elle resta un long moment immobile, submergée par l'odeur du vieux papier et de la poussière. Des milliers de livres couvraient les étagères, histoires, traités scientifiques, recueils de poésie, volumes reliés de cuir. Certains titres étaient en latin, en allemand, en français ancien. Elle prit un livre au hasard. Œuvre complète de Shakespeare, édition de 1892. Les pages jaunies craquèrent doucement sous ses doigts, mais elles étaient encore intactes. Ça pourrait valoir de l'argent, murmura-t-elle pour elle-même. En se baissant pour replacer l'ouvrage, son regard accrocha quelque chose derrière la rangée du bas, un objet sombre, coincé tout au fond. Elle tira doucement et en sortit un carnet relié de cuir brun. La poussière s'envola en un nuage doré dans la lumière. Sur la couverture, des lettres dorées gravées. Eleanor Margaret Thompson 1972. Les mains de Maya tremblaient quand elle ouvrit le journal. L'écriture, fine et régulière, courait sur les pages jaunies. La première entrée datait du 5 janvier 1972. La collection de père est enfin complète. 40 années d'acquisition, et maintenant elle repose là où personne ne pensera à chercher. Il m'a fait jurer de la protéger au prix de ma vie. Maya resta figée. Les mots semblaient vibrer dans l'air, comme si la voix d'Eleanor résonnait encore entre ses murs. La maison, le coffre-fort vide, la porte verrouillée du grenier, tout cela commençait à former un puzzle dont elle ne saisissait encore que les contours. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Dehors, le vent agitait les arbres, soulevant les feuilles mortes en spirale. Une certitude s'imposa, Eleanor n'avait pas seulement protégé une maison. Elle avait protégé un secret. Et ce secret attendait, depuis un demi-siècle, que quelqu'un vienne le découvrir. Maya referma le carnet et le serra contre elle. « On va savoir, Eleanor, murmura-t-elle. Je te le promets. » La maison, silencieuse, semblait écouter. Et quelque part, derrière ces murs craquelés, le secret d'Hollow Creek attendait enfin d'être réveillé. Le journal d'Eleanor. Maya tourna lentement les pages jaunies du vieux journal, ses doigts effleurant l'écriture fine et régulière d'une autre époque. Au début, rien d'extraordinaire, des notes sur la pluie, les récoltes, quelques plaintes sur la plomberie capricieuse et le froid qui s'infiltrait par les fenêtres. Puis, une date attira son regard, 17 mars 1973. Les avocats sont revenus aujourd'hui. Ils veulent tout inventorier. Je les ai renvoyés. Ils ne comprennent pas que certaines choses valent plus que l'argent. Certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être enfouies. La collection doit rester secrète. C'est le seul moyen de la protéger de ceux qui voudraient l'exploiter. Maya sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce n'était plus une simple chronique domestique, c'était un avertissement. Sophie s'approcha, curieuse, tenant son doudou contre elle. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»
Un journal, répondit Maya d'une voix basse. Celui de la femme qui vivait ici autrefois. Et qu'est-ce qu'il dit? Maya referma doucement le carnet. Qu'elle cachait quelque chose. Quelque chose d'important. Cette nuit-là, lorsque Sophie s'endormit, Maya reprit sa lecture à la lueur tremblotante d'une lanterne posée sur la table. Plus elle avançait, plus l'écriture d'Eleanor devenait tremblée, presque fébrile. Les phrases s'allongeaient, se brisaient parfois en demi-pensée. Une peur sourde semblait s'infiltrer dans chaque ligne. Eleanor écrivait qu'on l'épiait. Qu'on appelait chez elle à des heures impossibles. Qu'on l'interrogeait sur les affaires de son père, sur des documents disparus depuis longtemps. Elle mentionnait des hommes en costume qui rôdaient autour de la propriété, des visages inconnus observant la maison depuis la route. Puis vint l'entrée du 2 novembre 1989. J'ai renforcé la porte du grenier. 3 verrous, désormais. Nul ne montera là-haut sans les 3 clés. Je les ai cachées séparément dans la maison, dans des lieux qu'un seul membre de la famille Thompson saurait reconnaître. Si l'un d'eux revient un jour, s'il est assez rusé et obstiné, il trouvera ces clés. Alors, il comprendra pourquoi j'ai agi ainsi. Maya relut ces lignes plusieurs fois, le cœur battant. 3 clés, cachées quelque part sous ce toit. L'avocat lui en avait remis un trousseau, mais aucune ne correspondait au grenier. Eleanor avait donc changé les serrures avant sa mort. Elle leva les yeux vers la vaste bibliothèque. Des lieux qu'un Thompson reconnaîtrait. Qu'est-ce que cela voulait dire? La maison et le silence. Durant les 3 jours qui suivirent, Maya fouilla méthodiquement la demeure. Pendant que Sophie jouait ou aidait à nettoyer, elle inspectait pièce après pièce. Elle s'était peu à peu installée dans une routine fragile, lever à l'aube, aller pomper de l'eau dans le vieux puits du jardin, préparer un café tiède sur le petit réchaud de camping acheté avec les derniers dollars de Betty. Le manoir, sans électricité ni confort moderne, vivait au rythme du vent et du craquement du bois. Pourtant, sous la poussière et le silence, Maya sentait quelque chose de vivant, presque vigilant. Lorsqu'elle allait en ville pour acheter des provisions, les conversations cessaient à son entrée. Les regards se détournaient. Certains murmuraient son nom, d'autres la dévisageaient comme une étrangère indésirable. Une seule personne osa lui parler. C'était un vieil homme à la peau tannée et au regard clair. Il se présenta comme Thomas, un ami d'Eleanor. C'était une bonne femme, lui dit-il devant le bureau de poste. Peureuse, oui, mais juste. Tout ce qu'elle protégeait là-dedans, elle croyait que ça valait la peine de mourir seule. Et selon vous, qu'est-ce qu'elle protégeait? Demanda Maya. Le vieil homme secoua lentement la tête. Certains disent de l'argent. D'autres, des papiers capables de ruiner des familles puissantes. Et puis il y a ceux qui pensent que ce n'était que les délires d'une vieille femme. Il marqua une pause. Mais j'ai vu ses yeux, la dernière fois que je lui ai rendu visite. Ce n'étaient pas les yeux d'une folle. C'étaient ceux de quelqu'un qui portait un fardeau terrible. Ces mots hantèrent Maya pendant des jours. Elle fouilla derrière chaque tableau, passa ses doigts sur les rayonnages à la recherche de compartiments secrets, inspecta les meubles anciens pour des tiroirs dissimulés. Mais la maison semblait défier toute logique, immense, insondable. La première clé. Le 4e jour, ce fut Sophie qui fit la découverte. Elle s'était prise d'affection pour le vieux piano à queue du salon de musique, un instrument couvert de poussière, mais encore majestueux. Depuis leur arrivée, elle demandait la permission d'y jouer. Ce jour-là, Maya céda enfin. Ensemble, elles soulevèrent le lourd couvercle. Les touches, en ivoire jauni, portaient les marques du temps, certaines étaient fendues. Sophie en pressa une, puis une autre. Aucun son. Les cordes s'étaient sans doute rompues depuis longtemps. Mais soudain, un clic retentit. Une petite trappe s'ouvrit sous le clavier. « Maman! Regarde !» cria Sophie, les yeux écarquillés. À l'intérieur du compartiment, un ruban de soie entourait une clé en laiton, avec une étiquette jaunie où l'on pouvait lire, d'une écriture tremblée, grenier. Maya sentit sa gorge se serrer. Une des 3 clés. Tu l'as trouvée, ma chérie, tu l'as vraiment trouvée. Elle serra sa fille dans ses bras, émue aux larmes. Alors, on peut monter maintenant, demanda Sophie, impatiente. Pas encore, répondit-elle doucement. Il en reste 2 à découvrir. Les héritages. La découverte redonna à Maya une énergie nouvelle. Si la première clé avait été cachée dans un piano appartenant à sa grand-mère, il devait y avoir un fil conducteur.
Elle rouvrit le journal d'Eleanor, des lieux qu'un Thompson reconnaîtrait. La réponse lui vint comme une évidence, les objets familiaux, se transmis de génération en génération. Elle fit la liste de tout ce qui, dans la maison, portait la marque du passé. Le grand portrait de son arrière-arrière-grand-père dans le salon. Le bureau ancien dans la chambre principale. La boîte à bijoux sur la coiffeuse. Et l'imposante horloge du couloir. Elle commença par le portrait. Le cadre lui avait toujours semblé étrange, plus profond qu'il n'aurait dû l'être. Elle décrocha prudemment la toile et la retourna. L'arrière était fixé par de petits clous rouillés, faciles à soulever. Derrière la toile, collée sur le bois, se trouvait une seconde clé en laiton, presque identique à la première. Une étiquette l'accompagnait. Grenier. 2 de trouver. Une dernière. Maya sentit la joie lui monter au cœur. Le mystère se dévoilait peu à peu. Mais les jours suivants, malgré ses recherches acharnées, elle ne trouva rien. Elle démonta le bureau, fouilla la boîte à bijoux, examina chaque recoin de l'horloge. Rien. Le doute s'installa à nouveau. Et si la troisième clé avait été perdue pour toujours? L'armoire aux roses. C'est alors qu'elle se souvint de la grande armoire verrouillée dans la chambre principale, celle que Sophie avait remarquée dès leur arrivée. Si tout le reste avait révélé des secrets, pourquoi pas elle? Maya tenta plusieurs clés, aucune ne fonctionnait. Elle envisagea de forcer la serrure, mais quelque chose l'en empêcha. Cette maison, pensa-t-elle, avait été scellée pour une raison. La briser, ce serait profaner sa mémoire. Elle resta longtemps immobile devant l'armoire, observant les sculptures délicates qui ornaient le bois sombre, des roses et des ronces entrelacées, finement ciselées. Et soudain, elle vit. Tout en haut, dissimulé parmi les motifs floraux, un minuscule trou de serrure, presque invisible. Elle essaya les 2 clés du grenier, aucune ne correspondait. Elle essaya d'autres clés récupérées dans la maison, toujours rien. Alors, une pensée fulgura. Le médaillon. Eleanor le portait encore lorsqu'on avait découvert son corps. L'avocat l'avait mentionné, le pendentif de sa mère, celui qu'elle ne retirait jamais. Maya revit la photo accrochée dans le bureau de Whitmore, une chaîne dorée, un ovale d'argent gravé. Mais où était ce médaillon? L'appel. Le lendemain, elle se rendit à la cabine téléphonique près de la poste, la seule du village. Les vitres étaient couvertes de buée, ses mains tremblaient lorsqu'elle composa le numéro de Monsieur Whitmore, l'avocat. Monsieur Whitmore? C'est Maya Chen. Ah, Madame Chen. Comment allez-vous? Le pendentif qu'Eleanor portait à sa mort, savez-vous ce qu'il est devenu? Un léger silence, le bruit de papier qu'on feuillette. Voyons voir. Il aurait dû figurer parmi ses effets personnels. Attendez un instant. Oui, je le vois. Il est bien mentionné dans le dossier. Un médaillon ovale en or blanc, chaîne fine, gravé d'initiales. Et il est tout, maintenant? Selon nos registres, il a été remis au notaire de Hollow Creek pour conservation. Je peux vous transmettre l'adresse si vous souhaitez le récupérer. Maya sentit un espoir nouveau naître en elle. Et si la troisième clé était là? Cachée dans ce pendentif, scellée comme un dernier secret? Elle raccrocha, le cœur battant. Dehors, le vent faisait danser les feuilles mortes sur le trottoir. Le ciel virait à l'orage, mais Maya ne ressentait plus la peur. Seulement cette conviction brûlante, Eleanor n'avait pas seulement laissé une maison. Elle avait laissé un message. L'héritage des Thompson. Ce soir-là, Maya alluma la lanterne et s'assit près de la cheminée. Sophie dormait, blottie sous une couverture trop grande. Elle rouvrit le journal, tournant jusqu'à la dernière page écrite d'une main tremblante. Si quelqu'un lit ces mots, alors la maison m'a survécu. Souviens-toi, la vérité n'est pas toujours un don. Elle peut être un fardeau. Mais si tu l'acceptes, fais-le avec courage. Tout ce que j'ai caché, je l'ai fait pour préserver ce qui reste de notre nom. Et pour protéger ce que ton cœur découvrira par lui-même. Maya ferma le carnet et posa une main sur la couverture usée. Elle comprit alors que la quête ne concernait pas seulement les clés ni le grenier, mais quelque chose de plus profond, une lignée de femmes qui, chacune à leur manière, avaient choisi de défendre ce qu'elles croyaient juste, coûte que coûte. Le feu crépitait doucement. Dans la pénombre, la maison semblait écouter. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya sentit qu'elle n'était plus seule. La cachette de l'héritage oublié.
Le coffre avait été dissimulé dans le mur de la bibliothèque, parmi d'autres objets de valeur. Le coffre est vide, murmura Maya. Un long silence s'étira à l'autre bout du fil. C'est impossible, répondit enfin Whitmore, la voix incrédule. J'y ai moi-même déposé plusieurs objets après la mort d'Eleanor, dont le médaillon. Personne d'autre n'a mis les pieds dans cette maison. Un frisson courut sur la peau de Maya. Alors quelqu'un est entré avant moi. Ou bien, ajouta lentement Whitmore, Eleanor les a déplacés avant sa mort. Elle était devenue très méfiante sur la fin. Il est possible qu'elle les ait cachés ailleurs. Ces mots rallumèrent la flamme de la détermination chez Maya. Si Eleanor avait effectivement déplacé le médaillon, elle ne l'aurait pas fait au hasard. Elle l'aurait dissimulé dans un lieu chargé de sens, un endroit sûr, un endroit qu'un membre de la famille saurait reconnaître. La chambre du silence. De retour au manoir, Maya se mit à fouiller la chambre principale, celle où Eleanor avait sans doute passé ces dernières années. Elle chercha sous le matelas, à l'intérieur des oreillers, derrière la tête de lit. Chaque recoin fut inspecté avec minutie, tiroirs, plinthes, fentes dans le plancher. Lorsque la fatigue finit par l'écraser, elle s'assit sur le lit. Le vieux sommier grinça sous son poids, un bruit sec résonnant dans le silence poussiéreux. Elle ferma les yeux, cherchant à se glisser dans la peau d'Eleanor. Où une vieille femme, obsédée par la sécurité de son secret, aurait-elle caché son bien le plus précieux? Soudain, le grincement s'interrompit. Pourtant, elle n'avait pas bougé. Maya rouvrit les yeux. Le son ne venait pas du matelas, mais de dessous. Elle se pencha, passa la tête sous le lit. Le cadre semblait solidement fixé au plancher, massif et ancien. Pourtant, dans un coin, un morceau de la plinthe paraissait différent, plus neuf. Elle appuya dessus. Le bois se détacha doucement, révélant une cavité dissimulée. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de soie fanée, reposait un médaillon d'or suspendu à une fine chaîne. Les larmes montèrent aux yeux de Maya. D'un geste tremblant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie, une jeune femme, Eleanor sans doute, dans la vingtaine, debout aux côtés d'un homme dont les traits rappelaient le portrait suspendu dans le salon de son père. De l'autre côté du médaillon, incrusté dans la doublure, une minuscule clé en laiton brillait faiblement. Un rire étranglé s'échappa de sa gorge, mêlé à des sanglots. Elle serra le médaillon contre sa poitrine. Elle les avait enfin, les 3 clés. La porte du 3e étage. Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Maya monta lentement jusqu'à la porte du dernier étage. Dans sa main tremblante, les 3 clés luisaient à la lumière du couloir. Elle avait attendu la nuit sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce qu'un secret gardé si longtemps méritait d'être révélé dans l'ombre. La maison soupirait autour d'elle, craquant doucement à mesure qu'elle se figeait dans le froid nocturne. Maya inspira profondément et introduisit la première clé dans la serrure supérieure. Le mécanisme s'ouvrit dans un déclic net. La 2e clé entra dans la serrure du milieu. Un nouveau clic. Puis la 3e, tout en bas. Un instant, rien ne se passa. Puis, dans un grondement sourd, les 3 verrous se désengagèrent ensemble. La porte pivota lentement, dévoilant un escalier étroit qui s'enfonçait dans l'obscurité. L'ascension vers le passé. Maya alluma sa lampe de poche et commença à monter. Les marches étaient raides, le plafond si bas qu'elle devait se courber. Des toiles d'araignée lui effleuraient le visage, et l'air se faisait plus froid à chaque pas. Quand elle atteignit enfin le sommet, un souffle glacé la frôla. L'espace s'ouvrit devant elle, un vaste grenier qui s'étendait sur toute la longueur de la maison. La charpente pointue se dressait au-dessus de sa tête, et la lumière de la lune filtrait à travers de petits hublots ronds aux 2 extrémités. Ce qu'elle découvrit alors lui coupa le souffle. Partout autour d'elle, des meubles d'un autre âge, un bureau incrusté de nacre, des chaises recouvertes de brocart de soie, des tables ornées de marbre et de dorure. Contre les murs, des dizaines de tableaux empilés, leurs cadres dorés scintillant faiblement sous le faisceau de sa lampe. Et tout au fond du grenier, encastré dans le mur comme une sentinelle de métal, s'élevait une porte de coffre-fort gigantesque. Rien à voir avec la petite cage murale du rez-de-chaussée, c'était une véritable voûte bancaire, massive, d'un noir profond, ornée de ferrures en laiton. Gravée sur la façade, en lettres élégantes, Thomson Family Trust. Les jambes de Maya se dérobèrent presque sous elle. Elle avança lentement, fascinée, la lumière de sa lampe glissant sur le métal froid. C'était là. Le secret qu'Eleanor avait juré de protéger.
L'héritage d'une lignée entière, figée dans le silence et la poussière. Le code de la lignée. Le coffre possédait un cadran à 3 disques, chacun numéroté de 0 à 99. Maya sut immédiatement qu'il lui manquait une chose, la combinaison. Un découragement amer lui serra la gorge. Après tant d'efforts, tant d'indices décodés, la voilà bloquée par 3 simples chiffres. Elle s'assit à même le plancher, adossée au mur glacé. L'obscurité semblait l'envelopper tout entière. Eleanor avait laissé des indices pour tout le reste, il devait bien y en avoir un pour cela aussi. Elle sortit le vieux journal d'Eleanor et le feuilleta sous la lumière tremblante de la lampe. Les pages, couvertes d'une écriture nerveuse, parlaient de pluie, de solitude, de peur. Rien qui ressemble à un code. Puis son regard tomba sur le médaillon. Elle l'ouvrit à nouveau. La photo d'Eleanor et de son père y brillait sous la lumière. En retournant l'image, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, 3 dates, gravées en caractères minuscules. 3 mars 1932. 17 juillet 1908. 25 décembre 1889. 3 dates. 3 chiffres. 3 disques. Le cœur battant, Maya se releva et s'approcha du coffre. Le premier cadran, 0303 pour le 3 mars. Le second, 0717 pour le 17 juillet. Le troisième, 1225 pour le 25 décembre. Elle tira la poignée. Rien. Elle recommença, changeant la logique, peut-être les années. 32, 08, 89. Toujours rien. Le découragement revint, lourd comme du plomb. Elle s'assit à nouveau, les mains tremblantes. Peut-être que ces dates n'étaient pas la clé. Peut-être n'étaient-elles qu'un souvenir. Elle ferma les yeux. Que représentaient ces jours? Naissance? Mort? Début? Elle rouvrit le journal et alla jusqu'à la dernière page, là où Eleanor avait noté les informations familiales. Père né le 17 juillet 1908. Père décédé le 3 mars 1932. Société fondée le 25 décembre 1889. Maya resta figée. Naissance. Mort. Fondation. Le cycle complet de la fortune familiale. Mais dans le médaillon, Eleanor les avait inscrites dans un ordre différent, mort, naissance, fondation. Pourquoi inverser? À moins que, c'était l'ordre de la combinaison. Le secret révélé. Ses jambes tremblaient lorsqu'elle s'approcha une dernière fois du coffre. Elle ajusta la lampe sur le sol pour libérer ses 2 mains. Premier cadran, le jour du décès de 03. Deuxième cadran, le jour de naissance 17. Troisième cadran, la date de fondation 25. Elle prit une inspiration lente, ses doigts glissant sur la poignée glacée. Puis elle tira. Un grondement profond monta du sol, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les mécanismes internes du coffre se mirent à bouger, un cliquetis métallique résonna dans le silence. Et enfin, dans un bruit qui fit vibrer les murs du grenier, la porte s'ouvrit lentement, libérant une bouffée d'air ancien, chargée de poussière et de mystère. Maya resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Devant elle, l'héritage d'une famille oubliée venait de s'ouvrir, scellant à jamais la promesse qu'elle s'était faite, découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Maya recula d'un pas lorsque la porte du coffre s'ouvrit sur ses gonds parfaitement huilés, sans un bruit. Un souffle glacé s'en échappa, chargé d'une odeur étrange, mélange de papier ancien, de métal et de temps figé. Elle resta immobile, paralysée par une peur viscérale, et si, après tout ce qu'elle avait enduré, le coffre était vide? Et si les secrets d'Eleanor n'étaient que les délires d'une vieille femme solitaire? Elle finit par lever la lampe torche, la main tremblante, et franchit le seuil. La lumière vacillante révéla d'abord des rangées impeccablement alignées de boîtes en cuir, une cinquantaine au moins, rangées comme des soldats sur des étagères sur mesure. Maya approcha, le cœur battant, et ouvrit la première. À l'intérieur, sur un coussin de velours, reposait une montre, pas une montre ordinaire, mais une pièce d'orfèvrerie d'une complexité vertigineuse, dont le boîtier d'or pur semblait luire d'une lumière propre. À l'arrière, une gravure, Patek Philippe, 1925. Elle en ouvrit une autre, puis une troisième. Toutes renfermaient des montres plus extraordinaires les unes que les autres, œuvres d'art miniature au mécanisme parfait. Plus loin, des vitrines contenaient des bijoux, colliers ruisselants de diamants, bracelets sertis de rubis gros comme des ongles, boucles d'oreilles en émeraude capturant la lumière comme des étoiles.
Chaque pièce portait une étiquette soigneusement calligraphiée, Cartier, 1920, succession de la duchesse de Windsor. Tiffany et Company, 1915, famille Vanderbilt. Maya sentit le vertige la gagner. Ce n'était pas une collection, c'était une capsule du temps, une bibliothèque du luxe et de l'histoire. Mais ce n'était que le commencement. Le coffre s'enfonçait dans le mur, bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'avança davantage, découvrant des boîtes d'archives soigneusement empilées. Elle en tira un dossier épais, des certificats d'action, signés à la main par son arrière-arrière-grand-père. General Electric. US Steel. Standard Oil. Des sociétés mythiques, datées du début du XX siècle. Elle ouvrit une autre boîte, des obligations du Trésor américain, datées des guerres mondiales, chacune d'une valeur nominale de $10 000. 50 d'entre elles. Ses doigts tremblaient, ses pensées se bousculaient. Si ces titres avaient rapporté des intérêts pendant tout ce temps, leur valeur actuelle devait être inimaginable. Puis elle vit la section suivante, et cessa de respirer. Des tableaux. Pas ceux couverts de poussière qu'elle avait trouvés dans le grenier, mais des chefs-d'œuvre soigneusement conservés dans des caissons climatisés. Elle ouvrit le premier, un portrait d'une femme en robe bleue. Les coups de pinceau, d'une finesse presque irréelle, semblaient emprisonner la lumière. La plaque indiquait « Portrait de Madame Cézanne Paul Cézanne, 1890 authentifié ». Ses genoux se dérobèrent. Elle se souvenait de ce tableau, elle l'avait vu dans un livre d'art à la bibliothèque, pendant que Sophie feuilletait des albums d'animaux. Il était supposé se trouver dans un musée. Il était considéré comme inestimable. Elle ouvrit un autre caisson, un ciel tourbillonnant, une cime de cyprès, des étoiles vibrant dans la nuit. Étude pour la nuit étoilée Vincent van Gogh, 1889. Un troisième, des danseuses à demi effacées dans la lumière, Edgar Degas, 1877. Puis un autre, une femme à l'ombrelle, ses pas suspendus dans l'air. Claude Monet, 1886. Chacun portait un certificat d'authenticité. Chacun était un trésor national. Maya s'assit à même le sol froid du coffre, submergé. Son esprit refusait d'en saisir la mesure. Les montres seules valaient des millions. Les bijoux, des dizaines de millions. Les actions et obligations selon leur validité encore davantage. Quant aux peintures, elles représentaient une fortune incalculable. Elle repensa aux reçus trouvés dans le bureau, mentionnant une assurance de $8 500 000 en 1973. Ce n'était probablement qu'une fraction de la valeur totale. 50 ans plus tard, combien tout cela valait-il? Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants. Cézanne portrait valeur. Les résultats lui brouillèrent la vue, entre 30 et 50 millions de dollars. Van Gogh étude valeur, 60 millions. Elle fit un calcul approximatif, 20 tableaux, 30 millions chacun en moyenne. 600 millions. Les montres, 50 millions supplémentaires. Les bijoux, 100 millions peut-être. Les titres et obligations, encore 50 ou 100 millions. Son arrière-arrière-grand-père n'avait pas seulement été riche, il avait été l'un des hommes les plus fortunés d'Amérique et il avait caché cet empire dans les murs d'une maison de campagne, loin du fisc, loin du gouvernement, loin du monde. Eleanor avait passé sa vie à le protéger, vivant seule dans cette demeure en ruine, acceptant d'être traitée de folle par tout le village, tout cela pour garder ce secret intact. Maya se mit à rire. Un rire nerveux, presque hystérique, qui résonna dans le coffre comme un écho fou. C'était trop. 3 semaines plus tôt, elle dormait dans sa voiture, comptant les pièces pour acheter un sandwich d'une station-service. Et à présent, elle était assise au cœur d'un trésor dépassant l'imagination. Le rire se mua en larmes. Des sanglots profonds, déchirants, qui la secouèrent de la tête aux pieds. Elle pleura pour les années de misère, pour les humiliations, pour chaque nuit où Sophie s'était endormie le ventre vide. Elle pleura pour toutes les fois où elle avait senti le regard des autres glisser sur elle comme si elle n'existait pas. Elle pleura pour Eleanor, morte seule, prisonnière d'un secret trop lourd à porter. Mais elle pleura surtout pour le poids qui venait de tomber sur ses épaules. Ce n'était pas seulement une fortune qu'elle venait d'hériter. C'était un fardeau. Une responsabilité colossale. Elle comprit soudain quelque chose qui la fit frissonner, cette découverte allait tout bouleverser. L'attention. Les convoitises. Le danger. Des gens viendraient pour cela, des avocats, des hommes armés, des puissants prêts à tout pour s'approprier ce trésor.
Elle se souvint de la femme du magasin général, quoi qu'il y ait dans cette maison, Eleanor est morte pour le protéger. Demandez-vous si ça vaut la peine de mourir pour ça aussi. Maya balaya du regard les trésors qui l'entouraient. Était-ce que ça valait une vie? Était-ce que n'importe quelle somme justifiait une existence passée dans la peur? Elle pensa à Sophie, endormie en bas, dans son sac de couchage posé sur le sol froid d'un manoir désormais capable de racheter 100 fois la ville entière. Elle imagina un avenir où sa fille aurait un toit, une éducation, la sécurité, la liberté de rêver. Mais elle vit aussi le danger, les projecteurs, les convoitises, les menaces. Essuyant ses larmes, elle se leva lentement. Elle devait réfléchir. Agir prudemment. Elle sortit du coffre, chaque pas résonnant comme une promesse. Elle prit une longue inspiration, puis observa la pièce une dernière fois. Elle devait tout documenter, chaque montre, chaque tableau, chaque bijou. Les photographier. Trouver un moyen sûr de protéger tout cela. Elle ne pouvait pas simplement annoncer au monde qu'elle avait trouvé des centaines de millions de dollars d'œuvres d'art et de titres cachés dans une maison oubliée. Ce serait semer le chaos. Non. Il lui fallait de l'aide. Mais pas de n'importe qui. De quelqu'un en qui elle pourrait avoir une confiance absolue. Elle éteignit sa lampe. Dans l'obscurité du coffre, les pierres précieuses continuèrent de scintiller comme des lucioles dans la nuit, témoins silencieux d'un héritage aussi dangereux que miraculeux. Et dans le silence revenu, Maya sut que sa vie venait de basculer à jamais. Le testament caché d'Eleanor Thompson. Maya avait besoin d'un allié, un avocat, un expert, quelqu'un en qui elle pouvait placer une confiance absolue. Mais face à un secret aussi immense, à qui pouvait-elle réellement se fier? Alors qu'elle atteignait l'entrée du coffre dissimulé derrière le mur, quelque chose attira son attention à un détail qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Sur une petite étagère à l'intérieur, reposait une enveloppe jaunie, soigneusement posée, presque cérémonieuse. Comme si Eleanor elle-même l'avait déposée là, en guise d'ultime message à celui ou celle qui oserait un jour ouvrir le coffre. Maya tendit la main, le cœur battant. L'enveloppe portait son nom, tracé d'une écriture tremblante. À celui qui trouvera ceci. À la famille. Les doigts de Maya tremblaient tandis qu'elle rompait le sceau. À l'intérieur, plusieurs feuilles de papier à lettres, jaunies par le temps. La première phrase la figea. Mon cher parent inconnu. Si vous lisez ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde. Et que vous avez été assez perspicace pour découvrir ce que j'ai passé ma vie à protéger. Pour cela, je vous remercie, et je vous plains tout à la fois. Le ton du message vibrait d'une lucidité poignante. Eleanor expliquait qu'elle était reconnaissante, parce que la collection méritait un gardien digne d'elle, quelqu'un animé du même respect que son père. Mais elle avait aussi peur, terrifiée à l'idée de ce qui se produirait si le monde apprenait l'existence de ce trésor. Mon père, James Thompson, constitua cette collection pendant 40 ans, de 1889 à 1929. Chaque pièce fut acquise légalement, payée à sa juste valeur. Il les aimait comme on aime ses propres enfants. Mais vint le krach de 1929, puis la Grande Dépression. Le gouvernement chercha des coupables, voulant saisir les biens des hommes fortunés pour calmer la colère du peuple. Mon père savait qu'il viendrait pour lui, poursuivait Eleanor. Alors il cacha tout. Pièce après pièce, il fit bâtir ce coffre à l'intérieur même des murs de cette maison. J'ai juré de protéger son héritage jusqu'à ce qu'il soit sûr de le révéler. Mais ce jour n'est jamais venu. James Thompson mourut en 1932, laissant à sa fille la charge d'un secret et d'un serment. Pendant des décennies, elle avait veillé sur le trésor, seule. Tout ce que contient ce coffre vous revient désormais, écrivait-elle. Vous êtes de mon sang. Vous portez le nom Thompson, et cela a un poids. Mais soyez prudent. Il existe d'autres prétendants. C'est ainsi qu'Eleanor évoqua pour la première fois la famille Blackwell. Son père avait eu un associé, Harrison Blackwell, avec qui il dirigeait une compagnie de chemin de fer. En 1927, leur amitié s'était brisée, Harrison l'accusait d'avoir détourné des fonds pour financer sa collection. La justice avait tranché et James était innocent mais les Blackwell n'avaient jamais accepté cette décision. Ils observent cette maison depuis des décennies, avertissait la lettre. S'ils apprennent que vous avez trouvé la collection, ils viendront. Ils ont l'argent, le pouvoir et la conviction d'être lésés. Ils m'ont proposé d'acheter la propriété 17 fois. Et chaque refus les a rendus plus dangereux. La lettre se terminait sur une bénédiction et une supplique. Soyez prudents, protégez-vous,
protéger ce legs. Quoi que vous décidiez, vous avez ma bénédiction. Vous l'avez mérité simplement parce que vous avez cherché avec courage et compassion. Avec espoir et crainte mêlées. Eleanor Margaret Thompson. Maya lut la lettre 3 fois, les mains tremblantes, le souffle court. Les Blackwell. Elle n'avait jamais entendu ce nom, mais la menace semblait déjà réelle. Si ces gens disposaient des ressources qu'Eleanor décrivait, ils apprendraient vite qu'une nouvelle héritière avait pris possession de la maison. Le notaire savait. Le village entier savait. Ce n'était plus qu'une question de temps. Elle replia la lettre avec précaution et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Son regard revint vers les coffrets, les bijoux, les tableaux, toute une fortune dormant dans l'ombre, mais aussi un fardeau colossal. Elle devait agir avec intelligence, documenter, prouver la légitimité de l'héritage, protéger Sophie avant tout. L'argent pouvait leur offrir la sécurité, la liberté, un avenir. Mais seulement celle survivait assez longtemps pour en profiter. Maya referma le coffre, fit tourner la lourde combinaison et sentit le cliquetis résonner comme la fermeture d'un tombeau. Demain, elle commencerait à chercher des alliés fiables. Ce soir, elle devait simplement descendre, tenir sa fille contre elle, et accepter que leur vie venait de basculer à jamais. En descendant l'étroit escalier du grenier, Maya verrouilla la porte et glissa les 3 clés au fond de sa poche. Alors qu'elle atteignait le 2e étage, un bruit la figea. Des pas sur le gravier. Elle s'approcha d'une fenêtre, souleva discrètement le rideau. Une voiture noire stationnait au bout de l'allée, phares éteints. Un homme en costume sombre en sortit. Il resta immobile, observant la maison comme un prédateur patient. Après quelques minutes, il remonta dans la voiture et s'éloigna lentement, sans se presser. Un frisson glacial traversa Maya. Eleanor avait raison. Il la surveillait déjà. Elle recula de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de découvrir une fortune inestimable, mais aussi une guerre ancienne dont elle héritait sans le vouloir. Et elle ignorait encore si elle serait assez forte pour y survivre. Cette nuit-là, Maya ne dormit pas. Elle s'allongea sur le sol du salon, Sophie blottie contre elle, les yeux fixés sur le plafond fissuré. La maison craquait, gémissait sous le vent. 2 fois encore, elle entendit le crissement de pneus sur le gravier et des passages lents, calculés. Quelqu'un veillait dehors. Attendant. Quand l'aube se leva, pâle et froide, Maya avait pris sa décision, elle n'affronterait pas cela seule. Elle laissa Sophie jouer dans le salon avec pour consigne stricte de ne pas quitter la maison, puis prit la route vers le centre-ville. Le cabinet de Richard Whitmore, l'avocat d'Eleanor, paraissait différent sous la lumière du matin, plus petit, plus terne, presque banal. La secrétaire lui lança le même regard de compassion qu'à sa première visite, puis l'annonça à son patron. « Mademoiselle Thompson, dit Whitmore en se levant. Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Tout va bien à la propriété ?» Maya referma la porte derrière elle, s'assit sans y être invitée. « J'ai besoin de réponses, monsieur Whitmore. Et je vous en prie, soyez honnête. Je vous écoute. Que pouvez-vous me dire sur la famille Blackwell ?» Le visage de l'avocat changea immédiatement. Le masque professionnel glissa, laissant paraître une inquiétude presque palpable. Il s'assit lentement, ôta ses lunettes, les essuya avec un mouchoir tremblant. « Comment connaissez-vous ce nom ?» Eleanor m'a laissé une lettre. Elle disait que les Blackwell surveillaient cette maison depuis des décennies. Qu'ils pensent que notre famille leur doit quelque chose. Whitmore resta silencieux un long moment, puis soupira un soupir lourd de fatigue et de secret. La famille Blackwell possède la moitié de la Nouvelle-Angleterre, Mademoiselle Thompson. Hôtel, immeubles, investissements. Le patriarche actuel, Marcus Blackwell, pèse environ 3 milliards de dollars. Son arrière-grand-père, Harrison Blackwell, était l'associé de votre aïeul dans les chemins de fer. Eleanor disait qu'il s'était brouillé. Brouillé est un euphémisme, répondit Whitmore sombrement. En 1927, Harrison accusa James Thompson d'avoir détourné des fonds pour financer sa collection d'art. James nia, affirma que tout avait été payé sur ses propres revenus. Les tribunaux lui donnèrent raison. Le partenariat fut dissous. Mais les Blackwell n'ont jamais tourné la page. Il croisa les mains, la voix plus basse. Depuis 90 ans, ils prétendent que la moitié de tout ce que James Thompson a acheté provenait d'argent volé, et donc leur appartient. Maya sentit sa gorge se nouer. Y a-t-il une part de vérité ?
Astérisque aucune preuve, astérisque répondit Whitmore. Plusieurs enquêtes ont blanchi votre ancêtre. Mais les Blackwell ont les moyens d'attendre. Et ils attendent toujours leur revanche. Il la fixa longuement, un mélange de compassion et d'inquiétude dans le regard. Et maintenant, une jeune mère seule, sans fortune ni réseau, hérite du domaine. Ils doivent penser que l'horreur est venue. Maya baissa la voix. Ils me surveillent. Depuis mon arrivée, des voitures passent la nuit, phares éteints. Whitmore pâlit. Mademoiselle Thompson, permettez-moi de vous poser une question, et j'ai besoin que vous me répondiez sans détour. Avez-vous trouvé quelque chose dans cette maison? Quelque chose de valeur? Maya soutint son regard. Elle voulait lui faire confiance. Elle avait besoin de faire confiance à quelqu'un. Mais les mots d'Eleanor résonnaient dans sa mémoire, soyez prudente. Protégez-vous. Pourquoi me demandez-vous cela? L'avocat hésita, puis répondit. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de l'avocat de Marcus Blackwell. Ils affirment qu'Eleanor n'était plus saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé son testament. Ils veulent faire annuler le document, mettre le domaine en vente aux enchères, et m'ont proposé une somme considérable pour les aider à obtenir gain de cause. Maya sentit le sang quitter son visage. Et, qu'avez-vous répondu? Whitmore redressa les épaules, une flamme de dignité dans le regard. Je leur ai dit d'aller se faire voir. J'ai été l'avocat d'Eleanor pendant 42 ans. J'ai vu de mes yeux la force avec laquelle elle a défendu cette maison. Je ne trahirai pas sa mémoire pour de l'argent. Il se pencha vers elle, grave. Mais je suis un vieil homme, dans un petit cabinet de province. Si les Blackwell décident d'employer toute leur puissance juridique, je ne pourrai pas les arrêter seul. Alors je vous le demande une dernière fois, y a-t-il quelque chose dans cette maison qui vaille la peine de se battre? Le silence pesa. Puis Maya répondit d'une voix ferme. Astérisque oui. Il y a quelque chose. Astérisque. Elle passa l'heure suivante à tout lui raconter, le coffre, la collection, les bijoux, les toiles, les documents, les actions anciennes. Whitmore l'écouta sans l'interrompre, son visage se vidant peu à peu de couleur. Lorsqu'elle eut terminé, il se laissa retomber contre le dossier, bouche entr'ouverte. Mon Dieu! Eleanor n'exagérait pas. Un silence épais s'installa dans le bureau. Le tic-tac de l'horloge semblait marquer un compte à rebours invisible. Maya, pour la première fois, comprit pleinement ce que signifiait cet héritage, ce n'était pas seulement une fortune. C'était un champ de bataille. Et désormais, elle en était le centre. Héritage empoisonné. James Thompson possédait réellement l'une des plus impressionnantes collections privées de l'histoire américaine. Les Blackwell peuvent-ils la revendiquer? Demanda Maya, la gorge serrée. Existe-t-il un moyen légal pour qu'ils prétendent qu'elle leur appartient? Whitmore, méthodique, sortit un bloc-notes et commença à griffonner. Pas si nous agissons vite. Le testament est inattaquable, Eleanor était parfaitement lucide, et je peux en témoigner. Juridiquement, l'héritage vous revient. Il leva les yeux vers elle, son regard devenant grave. Mais les Blackwell soutiendront que cette collection a été achetée avec de l'argent détourné, qu'elle constitue le produit d'un crime. Ils tenteront de la faire saisir et redistribuer. Mais vous avez dit que les tribunaux n'avaient trouvé aucune preuve de détournement, répliqua Maya. Il y a 90 ans, oui. Mais ils prétendront que de nouvelles preuves sont apparues, que la simple valeur du trésor prouve la culpabilité. Ils feront durer l'affaire des années. Et même si vous gagnez, les frais d'avocat vous ruineront, à moins que la collection elle-même ne soit assez précieuse pour financer sa propre défense. Maya inspira profondément. Elle l'est. Si seulement la moitié des tableaux sont authentiques, cela vaut des centaines de millions de dollars. Whitmore siffla entre ses dents. Alors, voici ce que nous devons faire. D'abord, tout documenter, chaque pièce, chaque toile, chaque certificat. Ensuite, faire venir des experts capables d'authentifier l'ensemble et d'en établir la provenance. Puis, nous déposerons une requête en jugement déclaratoire pour que le tribunal reconnaisse officiellement que vous êtes la seule héritière légitime. Il faut le faire avant que les Blackwell ne lancent leur propre attaque. C'est nous qui devons contrôler le récit. Combien de temps, demanda-t-elle. Des semaines si la chance nous sourit. Des mois, plus probablement. Il marqua une pause. En attendant, soyez extrêmement prudente. Les Blackwell n'emploient pas que des avocats.
Leur réputation est, disons, redoutable. Maya pensa à la voiture noire stationnée au bout de l'allée, au pas furtif qu'elle avait cru entendre la nuit. Ils essaient déjà de m'intimider, murmura-t-elle. Alors cela fonctionne, répondit Whitmore d'une voix tendue. Ce qui veut dire qu'il faut aller plus vite qu'eux. Durant la semaine suivante, la vie de Maya devint un tourbillon de coups de fil, d'experts et d'angoisse. Whitmore fit venir des spécialistes de Boston et de New York, des gens discrets et dignes de confiance. Ils arrivaient à la tombée de la nuit et travaillaient des heures durant dans le grenier, photographiant, répertoriant, classant chaque objet. Une historienne de l'art de Harvard eut les larmes aux yeux en découvrant un Cézanne authentique. Un horloger estima que la collection de montres Patek Philippe dépassait à elle seule les 80 millions de dollars. Mais plus le travail avançait, plus la pression des Blackwell se faisait sentir. Tout commença par une lettre, remise par un coursier en costume noir. Le ton en était poli mais sans ambiguïté. Marcus Blackwell proposait d'acheter le domaine Thompson pour 5 millions de dollars, paiement immédiat, sans poser de questions. Maya jeta la lettre à la poubelle. Le lendemain, c'est la ville entière qui sembla se retourner contre elle. À l'épicerie, la vendeuse qui l'accueillait jusque-là avec un sourire refusa de la servir. « Nous ne vendons pas aux squatteuses », lança-t-elle froidement. « Cette maison n'est pas à vous. » Le quincailler expliqua qu'on lui avait interdit d'accorder du crédit à quiconque lié au domaine Thompson. Le restaurant refusa de la placer. Même le pompiste détourna le regard, pressé d'en finir avec son plein d'essence. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, affolée, lorsqu'elle eut Whitmore au téléphone. « Il rachète la ville » répondit-il sombrement. Blackwell détient les hypothèques de la moitié des commerces de Hollow Creek. Il use de ses dettes comme d'une arme, et tout le monde comprend vite le message, aider Maya Thompson, c'est risquer sa propre ruine. Sophie, elle aussi, en souffrit. Après 3 jours d'école, elle rentra en larmes, secouée de sanglots. Ils disent qu'on est des voleurs. Ils disent qu'on a volé la maison d'une vieille dame et qu'on ira en prison. Maya la serra contre elle, le cœur en feu. S'en prendre à une enfant, voilà jusqu'où allaient les Blackwell. Toute trace de décence semblait leur avoir échappé. Cette nuit-là, le téléphone sonna. Maya avait fait installer une ligne fixe, l'un des rares services encore fonctionnels. Elle décrocha avec méfiance. « Mademoiselle Thompson » dit une voix d'homme, posée, cultivée. « Je m'appelle Marcus Blackwell. Il est temps, je crois, que nous parlions directement. » Maya sentit sa main se raidir sur le combiné. « Je n'ai rien à vous dire. Écoutez-moi. Je sais que la vie n'a pas été facile pour vous, mère célibataire, des années de lutte, puis cette propriété impossible à entretenir. Permettez-moi de vous aider. 10 millions de dollars, en liquide. Vous pourriez recommencer ailleurs, offrir à votre fille la vie qu'elle mérite, une vraie maison, de bonnes écoles, un avenir à l'abri du besoin. Tout ce que désire une mère pour son enfant, en échange de la demeure et de ce qu'elle contient. » Maya se força à respirer calmement. « Cette maison est à moi, » répondit-elle d'une voix ferme. « Ma famille l'a bâtie. Ma famille a rassemblé cette collection. Vous n'avez aucun droit dessus. » Le ton de Blackwell se durcit, perdant toute courtoisie. « Votre arrière-arrière-grand-père était un voleur. Il a bâti sa fortune sur l'argent de la nôtre. Les tribunaux se sont trompés en 1927, mais cette fois, la justice sera rétablie. Alors je vous verrai au tribunal, » répliqua Maya. « Miss Thompson, dit-il d'une voix glaciale, j'ai été patient et généreux. Mais ma patience a des limites. Pensez à votre fille. Pensez à la vie que vous voulez pour elle. Si vous persistez, cette vie deviendra très compliquée pour vous deux. Vous menacez mon enfant ? Cria-t-elle. Je vous offre un avenir. Ou l'absence d'avenir. Le choix vous appartient. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Après cela, les choses deviendront moins amicales. » La ligne se coupa. Maya resta immobile, le combiné collé contre son oreille, tremblante. Elle avait connu la pauvreté, la faim, les nuits passées dans une voiture. Mais jamais encore la peur pure, celle qui vous glace les os. Car cette fois, ce n'était plus seulement elle qu'on menaçait, c'était Sophie. Et ces hommes de pouvoir venaient d'annoncer qu'ils n'hésiteraient pas à s'en prendre à une enfant pour obtenir ce qu'ils voulaient. Elle appela immédiatement Whitmore. « Il a menacé ma fille. »« Je sais, » répondit-il d'une voix fatiguée. « Je suis désolé, Maya.
Mais c'est leur méthode. Ils trouvent la faille, la blessure, et ils appuient jusqu'à ce que les gens cèdent. La vraie question, c'est, allez-vous céder? Maya leva les yeux vers Sophie, endormie sur le lit improvisé du salon, son lapin en peluche serré contre elle. Elle pensa à tout ce qu'elles avaient traversé, la voiture, le parking, les repas sautés. 10 millions de dollars représenteraient la sécurité, l'anonymat, la fin de la peur. Mais elle se souvint aussi d'Eleanor, seule pendant des décennies, protégeant ce patrimoine contre les vautours. Elle pensa à son arrière-arrière-grand-père, accusé injustement, à tous ceux qu'on avait poussés à disparaître au nom du plus fort. Non, murmura-t-elle. Je ne céderai pas. Alors nous nous battrons, dit Whitmore. Et nous nous battrons durement. Le lendemain matin, elle découvrit sa voiture vandalisée, les 4 pneus crevés, les vitres brisées, le mot voleuse peint en lettres rouges sur le capot. Elle appela la police. Le shérif Dawson, un homme massif à la moustache grise, prit des notes sans conviction. Probablement des gamins, déclara-t-il. Les petites villes n'aiment pas les étrangers. Ce ne sont pas des gamins, protesta-t-elle. C'est du harcèlement ciblé. Il haussa les épaules. Des preuves? Des témoins? Non. Alors je ne peux rien faire. Évitez juste de vous garer là à l'avenir. Il remit son chapeau et s'éloigna, indifférent. Maya resta seule devant la carcasse de sa voiture, la certitude glaciale s'imposant en elle, les autorités locales avaient été achetées. Elle était désormais seule, prisonnière d'une ville hostile, entourée d'une fortune qu'elle ne pouvait ni vendre ni utiliser, et d'une enfant qu'elle ne savait plus comment protéger. L'après-midi même, le téléphone sonna à nouveau. Whitmore, d'une voix tendue. Marcus Blackwell vient de déposer plainte. Il prétend que James Thompson a détourné 6 millions de dollars de leur compagnie ferroviaire entre 1920 et 1927, et que toute la collection d'art a été achetée avec cet argent. Il ne peut pas faire ça, s'écria Maya. Il vient de le faire. Le juge Morrison a émis une ordonnance de gel des avoirs. Vous n'avez plus le droit de vendre, déplacer ni même toucher à quoi que ce soit dans la maison tant que l'affaire n'est pas tranchée. Le coffre du grenier est désormais sous scellé judiciaire. Les jambes de Maya flanchèrent. Alors je ne peux rien utiliser. Même pas pour payer les avocats? Je tente de faire lever partiellement l'ordonnance, répondit Whitmore. Mais ces procédures prennent du temps. En attendant, tenez bon. Laissez-moi m'en charger. Mais tenir bon s'avéra impossible lorsque l'école appela ce même soir. Mademoiselle Thompson, dit la directrice d'une voix compatissante, nous devons parler de la scolarité de Sophie. Que se passe-t-il? Plusieurs parents se sont plaints. Ils sont mal à l'aise, compte tenu des affaires judiciaires entourant votre famille. Certains menacent de retirer leurs enfants si Sophie reste inscrite. Le sang de Maya se glaça. Vous êtes en train de me dire que vous allez expulser ma fille sur la base d'accusations sans fondement? Nous servons une communauté, répondit la directrice doucement. Et cette communauté a des inquiétudes. Peut-être serait-il préférable que Sophie fréquente un autre établissement, au moins jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Elle n'a nulle part où aller, répliqua Maya, la voix froide. C'est ici que nous vivons. Un silence embarrassé s'installa à l'autre bout du fil. Puis la directrice soupira. Et Maya comprit, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un mot, que même l'école avait choisi son camp. Cette nuit-là, Maya s'assit dans le noir, une tasse de café refroidie entre les mains. Le vent s'infiltrait à travers les fenêtres fissurées du manoir, faisant grincer les murs. Elle pensa à tout ce qu'ils essayaient de lui arracher, son héritage, sa dignité, son avenir. Mais elle pensa aussi à ce que personne ne pourrait jamais lui voler, le courage de se battre pour ce qui est juste, la foi obstinée qu'une mère doit à son enfant. Et tandis que la maison ancienne gémissait autour d'elle comme un vaisseau pris dans la tempête, Maya Chen devenue, malgré elle, Maya Thompson sut que le véritable combat commençait à peine. Puis-je vous dire quelque chose d'honnête? Maya sentit le monde se retourner sous ses pieds. Au bout du fil, la voix froide et mesurée de l'administratrice n'avait laissé aucune place au doute, ils avaient décidé pour la majorité des élèves. Le dernier jour de Sophie à l'école serait vendredi. Le combiné heurta sa joue comme un petit coup de massue. Elle raccrocha, le souffle court, et composa immédiatement le numéro de Whitmore. Ils expulsent Sophie de l'école, marmonna-t-elle, la voix qui tremblait entre colère et incrédulité. C'est illégal, non? C'est de la discrimination.
Whitmore répondit sans grand bruit, comme l'homme qui pèse chaque mot avant de le laisser sortir. C'est une école privée, ma. Elles peuvent refuser l'inscription pour presque n'importe quelle raison. Je suis désolé. La phrase tomba dans la poitrine de Maya comme un poids. Les Blackwell resserraient la corde, pensa-t-elle, et la nuit sembla plus sombre qu'elle ne l'avait été le matin même. Elle rejoignit la bibliothèque du manoir après le dîner, parce que la bibliothèque avait des règles tacites, le bois, l'odeur des pages et la lueur vacillante d'une bougie aidaient à trier les pensées, à les rendre moins menaçantes. Le journal d'Eleanor gisait ouvert sur ses genoux, elle lisait à la flamme tremblante, cherchant des indices dans l'écriture jaunie de la femme qui avait passé sa vie à protéger ce qu'elle aimait. Eleanor avait survécu à des décennies de pression. Il devait bien y avoir une stratégie, une piste, quelque chose que Maya n'avait pas encore vu. Elle trouva, comme on ouvre une porte secrète, une entrée datée de 1998 qui la fit redresser. Eleanor écrivait qu'on avait essayé de la racheter encore 2 millions offerts comme si l'argent pouvait tout régler. Mais elle refusait. La collection reste cachée tant qu'elle n'est pas en sécurité. Tant que la prescription n'a pas expiré sur leurs revendications frauduleuses. Je ne protège pas de l'argent. Je protège un principe. L'histoire compte. La vérité compte. Un jour, quelqu'un aura le courage de raconter toute l'histoire. Statut de limitation. Maya sentit son cœur battre plus vite. Elle prit son téléphone et rappela Whitmore, sans se soucier que l'horloge affichait déjà 11 heures. Les questions juridiques étaient un terrain glacé qu'elle n'avait jamais voulu arpenter, mais la phrase d'Eleanor avait allumé quelque chose. Combien de temps pour la prescription en cas de détournement, demanda-t-elle. On entendit le bruissement des papiers au bout du fil, le son rassurant d'un homme qui va chercher une réponse précise. 6 ans à partir de la découverte pour les affaires civiles dans le Vermont, expliqua-t-il. Mais il pourrait soutenir que l'ampleur de l'embezzlement n'a été découverte que maintenant, et ça remettrait tout à zéro. Pour les accusations pénales, c'est beaucoup plus long, 19, 20 ans pour les crimes financiers majeurs. Sauf que James Thompson est mort en 1932. On ne peut pas le poursuivre pénalement quand il est mort. Maya sentit la pièce tourner. Si l'on ne pouvait pas attaquer pénalement un homme mort depuis 92 ans, alors l'arme la plus dangereuse des Blackwell serait l'usure financière et la publicité, l'épuisement par le procès. Whitmore clarifiait la situation d'une voix posée. Le pire qu'ils puissent tenter, c'est une action civile pour faire diviser la collection. Mais ils doivent prouver que Thompson a détourné des fonds. La charge de la preuve pèse sur eux, nous devons seulement défendre le dossier existant. Alors pourquoi sont-ils 6 sur 2, demanda Maya, incapable d'étouffer l'angoisse. Parce qu'ils ne veulent pas gagner au tribunal, répondit Whitmore lentement. Ils veulent vous ruiner. Ils misent sur le fait que vous manquerez d'argent avant qu'ils n'aient fini de payer leurs avocats. Cette stratégie fit résonner en elle une colère noire. Et si l'argent n'était pas la clé? Et si, pensa-t-elle, il existait une preuve irréfutable que chaque achat avait été effectué légalement, avec des comptes séparés, reçus, certificats? Elle se souvint, comme on se rappelle d'un coffre oublié, de la pile de boîtes dans le coffre-fort des certificats d'action, des obligations, des polices d'assurance, et d'autres cartons qu'elle n'avait pas encore ouverts. Je dois retourner dans le coffre, dit-elle d'une voix ferme. L'ordonnance de justice m'empêche de vendre ou de déplacer quoi que ce soit, mais elle ne m'interdit pas de documenter. Il faut que je trouve des preuves. Le matin suivant, après avoir accepté l'aide de la femme de Whitmore qui garda Sophie, Maya monta à l'attique. La serrure du coffre céda sous la combinaison qu'elle avait apprise par cœur, et elle ne perdit pas de temps. Pendant 3 jours, elle s'enferma dans une bulle de lumière pâle et de cire fondue, parcourant chaque fichier, chaque reçu, chaque note. James Thompson, pensait-elle, n'était pas un homme négligent. Les pages trahissaient la minutie d'un collectionneur méthodique, factures d'achat, lettres d'authenticité, preuves de paiement pour chaque toile, chaque bijou. Les certificats retraçaient des provenances, parfois sur des siècles. Les actions étaient rattachées à des portefeuilles personnels, séparés des livres de la compagnie ferroviaire. Tous imbriqués comme un mécanisme bien huilé. Puis vint la boîte finale, celle qui changea tout. Un grand registre en cuir, portant la mention « Compte privé 1889-1929 ». 40 années de compte, détaillant chaque dollar gagné, économisé et dépensé par James Thompson, salaire du chemin de fer, investissement, entreprise parallèle et, surtout, une comptabilité complète dépensée pour la collection, avec reçus et documents numérotés. Les chiffres racontaient une histoire que personne ne pouvait contester, la collection avait été achetée avec son propre argent.
Mais il y avait encore plus. Une section au titre glaçant, fonds contestés 1927. Une comptabilité détaillée de chaque gain et dépense de la compagnie, de chaque distribution entre partenaires. Au terme d'un long relevé apparut une mention qui fit pâlir Maya, partenariat dissous 15 octobre 1927. Paiement au rachat, 8 250 000 $, décharge de toute revendication. Elle tourna la page, les mains qui tremblaient, là se trouvait une copie d'un document signé par Harrison Blackwell, attestant avoir reçu une compensation pleine et entière et déchargeant James Thompson de toute revendication passée, présente ou future. Le nom de Blackwell sur ce parchemin rongeait l'évidence, Harrison Blackwell avait renoncé aux droits de sa famille sur quoi que ce soit provenant de l'héritage Thompson, il l'avait fait il y a plus de 9 décennies. Maya sentit l'air manquer dans ses poumons. Chaque page qu'elle photographiait haussait le poids d'une vérité libératrice. Elle se précipita hors de l'attique, appelant Whitmore, les mots s'emboîtaient, haletant. « Je l'ai trouvé, dit-elle. J'ai les preuves que Thompson n'a rien volé, et que Harrison Blackwell a signé une renonciation. » Silence, puis la voix de Whitmore, plus basse, comme s'il mesurait déjà la portée de ce trésor découvert. Si ces documents sont authentiques et aucun signe n'indiquait le contraire, cela change tout. La famille Blackwell aurait mené une fraude pendant presque un siècle. Ils ont intenté un procès en se basant sur des allégations qu'ils savaient fausses. Cela s'apparente à une fraude envers le tribunal. Marcus Blackwell pourrait même faire face à des poursuites pénales. L'espoir, cette sensation qu'elle n'avait pas sentie en semaines, monta dans la poitrine de Maya comme un soleil après l'orage. Whitmore n'hésita pas, il allait attaquer. Il prépara un dépôt pour obtenir le rejet de la plainte, demander des sanctions, joindre toutes les preuves, les reçus, le registre, la copie de la renonciation. Bientôt, c'étaient les Blackwell qui devraient répondre aux questions. Cette nuit-là, Maya osa croire à une issue possible. Elle alla chercher Sophie chez Whitmore, et elles partagèrent un dîner frugal dans la bibliothèque, de la soupe, du pain, et le vertige rassurant des livres autour d'elle. Pour la première fois depuis leur arrivée à Hollow Creek, l'avenir sembla moins sombre. Puis, au cœur de la nuit, quelque chose fit retentir la fragilité, le bruit du verre qui se brise. Maya sursauta, le cœur battant si fort qu'elle eut l'impression qu'il frapperait ses côtes. Des pas lourds résonnaient en bas, plusieurs hommes, des bottes qui martelaient les planchers comme des gants de fer. Elle sentit Sophie se réveiller, pâle dans son sommeil, et elle lui couvrit la bouche d'une main tremblante. Des voix basses, pressantes, trouvaient le coffre. Blackwell veut le registre. Ils étaient venus pour voler les preuves. Non seulement pour prendre les objets, mais pour effacer toute trace de mensonge. Maya comprit, avec une clarté glacée, que la bataille juridique venait de se transformer en confrontation physique. Elle envoya un texto à Whitmore, les mots rapides et mal orthographiés, cambriolage, appelle la police. Puis, dans un chuchotement qui était à la fois un commandement et une supplication, elle murmura à Sophie, on doit se cacher. Pas un bruit. Elles remontèrent, minuscules silhouettes glissant contre les murs, vers le 2e puis le 3e étage. Maya avait imaginé se cacher dans une chambre de servante, un recoin oublié où des voleurs ne penseraient pas fouiller. Mais, à mesure qu'elle gravissait, les pas descendirent la grande volée d'escalier principal, elles étaient prises entre la porte de l'attique et les hommes qui fouillaient la maison. Maya prit une décision qui n'admettait pas l'hésitation. Elle sortit 3 clés de sa poche, fit céder la porte de l'attique et tira Sophie à l'intérieur, verrouillant derrière elle. Les marches étroites les conduisirent dans l'obscurité feutrée du grenier. L'air y était plus sec, chargé d'odeurs de bois ancien et de poussière. Sophie tremblait pressée contre elle, Maya sentit une urgence métallique dans ses veines. En bas, les meubles craquaient, des portes heurtaient les chambranles. Les voleurs ravaudèrent les pièces, renversant tout, cherchant un coffre, cherchant des papiers. Puis leurs pas se figèrent devant la porte de l'attique. Une voix racla, cette porte est verrouillée. 3 serrures. Une autre voix répondit, plus déterminée, il faut des coupe-boulons. Les mots tombèrent comme des glaçons dans l'estomac de Maya. Elle contempla le coffre qui se dressait de l'autre côté de la pièce, la promesse, la preuve, le registre. Tout ce qu'elles avaient gagné pouvait disparaître entre leurs mains. Elle pensa à Whitmore appelant la police, autant qu'il faudrait, aux bottes qui se rapprochaient, aux coupe-boulons qui allaient grincer en basculant sur la forge, à l'écho métallique qui annoncerait le pillage. Elle pensa à la colère, à la trahison sourde d'une famille qui, pendant près d'un siècle, avait voulu tout revendiquer sans le moindre scrupule. Dans le grenier obscur, tenant Sophie contre elle, Maya sut que la nuit venait de basculer sur une échelle plus dangereuse encore, il ne s'agissait plus seulement d'un procès,
ni de droit de propriété. Il s'agissait de survie, de vérité à préserver, et de l'avenir d'une petite fille qui ne méritait pas d'être chassée ou réduite au silence. Elle prit une inspiration qui sembla engloutir tout l'air disponible et attendit, immobile, les pas qui allaient bientôt monter vers elle. Sous le grondement du métal contre le métal, Maya écoutait, le cœur battant, tandis que les hommes d'en bas s'acharnaient à franchir la dernière barrière qui les séparait de la vérité. Le son se répercutait dans toute la maison comme une plainte ancienne. Le premier verrou céda, puis le second. Elle serra Sophie contre elle, lui couvrit les oreilles et murmura. « Quoi qu'il arrive, je t'aime. Et souviens-toi, nous ne sommes pas des voleuses. » Le troisième verrou céda dans un claquement sec. La porte s'ouvrit, et des pas lourds commencèrent à gravir l'escalier menant au grenier. Maya tira Sophie derrière le coffre-fort, leur seule protection. Dans sa main, son téléphone éteint ne diffusait plus qu'une faible lueur. Avait-elle réussi à envoyer son message à Whitmore? Les policiers viendraient-ils? Ou bien allaient-elles affronter, seules, 3 hommes dans la pénombre? Les pas s'arrêtèrent au sommet des marches. Un faisceau de lampes torches fendit l'obscurité, balayant les poutres et la poussière. Maya retint son souffle, plaquant Sophie contre le métal glacé du coffre-fort. « Nom de Dieu !» souffla l'un des intrus. « Regarde tout ce bazar !»« Oublie les meubles !» répliqua une autre voix. « On est là pour le coffre. Blackwell veut le registre. » Le faisceau s'arrêta sur la lourde porte d'acier, et Maya sentit ses jambes faiblir. Les hommes se rapprochaient. Il se trouvait maintenant entre elle et la seule issue. Aucune échappatoire. « Il est verrouillé », dit l'un. « Il nous faut la combinaison. Sinon on le fait sauter. Blackwell nous a tout donné pour ça. » Le sang de Maya se glaça. S'ils ouvraient le coffre, ils les découvriraient aussitôt. Mais si elle se montrait, peut-être pourrait-elle garder un semblant de contrôle. Elle inspira profondément, serra la main de Sophie et se leva lentement. Son téléphone allumé à bout de bras, elle fit jaillir un petit halo de lumière. 3 hommes en noir se retournèrent brusquement. Leurs visages étaient dissimulés sous des cagoules. L'un tenait un pied de biche, un autre un petit engin métallique qui ressemblait à un explosif. « Éloignez-vous du coffre », dit Maya d'une voix qu'elle espérait ferme. « J'ai appelé la police. Elle arrive. » Le rire du premier homme résonna dans l'attique. « La police ? Le shérif travaille pour Marcus Blackwell, ma belle. Tu crois qu'il va venir t'aider ? Il attend sûrement qu'on ait fini le boulot. » « Alors j'ai appelé la police d'État, » répliqua Maya. « Et le FBI. Cambrioler une maison pour voler une collection historique, c'est un crime fédéral. » Cette fois, les hommes hésitèrent. Celui du milieu, visiblement le chef, inclina la tête. Marcus avait raison. Tu serais difficile. Mais il a aussi dit que t'étais fauché, désespéré, seul. Voici le marché, tu nous donnes la combinaison, on prend ce qu'on veut et on s'en va. En échange, Blackwell laisse tomber le procès. Non, dit Maya simplement. Le chef haussa les épaules. T'as pas le choix. Il y a toujours un choix, répondit-elle. Et je choisis de me battre. Il soupira. Très bien. On fera à notre manière. Les gars, attrapez-la. Les 2 hommes s'avancèrent. Maya plaça Sophie derrière elle et leva son téléphone comme une arme dérisoire. Un pas de plus, et j'enregistre tout. Vos visages, vos voix. Et la vidéo se télécharge automatiquement sur le cloud. Même si vous prenez mon téléphone, la preuve sera déjà en ligne. C'était un bluff, mais il n'en savait rien. Les hommes s'immobilisèrent, échangeant un regard incertain. Vous allez en prison pour ça, continua TL, sa voix gagnant en force. Effraction, tentative de vol, agression. Marcus Blackwell vous paie assez pour 10 ans de prison. Avant qu'il ne puisse répondre, un nouveau son brisa la tension, des sirènes. Des voitures s'arrêtèrent brusquement dehors, des portières claquèrent, et des voix tonnèrent. Police d'État. Mandat de perquisition. Montrez-vous. Les 3 hommes tournèrent la tête vers l'escalier. Le chef jura entre ses dents. Il avait dit que le shérif s'en chargerait. Qu'on aurait le temps. Apparemment, Marcus Blackwell vous a menti, dit Maya. Comme il ment depuis 97 ans. Leurs visages se durcirent. Ils hésitèrent entre fuir ou se battre. Maya vit la main du chef glisser vers sa poche.
Était-il armé? Avant qu'il ne puisse dégainer, une voix puissante retentit d'en bas. Police d'État. Arme à terre, main sur la tête. Les hommes obéirent, lentement. En un instant, des pas précipités montèrent l'escalier, et le grenier fut inondé de lampes torchées. Des agents en uniforme les plaquèrent au sol, les menottes claquant dans l'air froid. Un officier s'approcha de Maya, la voix calme. Madame, tout va bien? L'enfant est-elle blessée? Maya secoua la tête, incapable de parler. Sophie s'agrippait à sa jambe en tremblant. Victime saine et sauve, annonça le policier dans sa radio. 3 suspects interpellés. Envoyez l'équipe scientifique. Une silhouette familière apparut dans l'escalier, Richard Whitmore, essoufflé, en pyjama et manteau. Maya. Dieu merci. Dès que j'ai eu ton message, j'ai appelé tout le monde, la police d'État, le FBI, même le procureur général du Vermont. J'ai dit qu'une effraction armée visait des artefacts d'importance fédérale. La chef des forces de l'État, une femme aux cheveux gris acier, s'approcha. Capitaine Sarah Reeves, se présenta-t-elle. Monsieur Whitmore nous a mis au courant. Est-il vrai que vous possédez des documents prouvant que la plainte des Blackwell est frauduleuse? Oui, répondit Maya d'une voix encore tremblante. Tout est dans le coffre, le registre original de mon arrière-arrière-grand-père prouvant que chaque pièce a été achetée légalement, et une renonciation signée par Harrison Blackwell, abandonnant toute prétention sur le domaine. Les sourcils de Reeves se haussèrent. Et ces hommes tentaient de voler ces preuves. Ils ont dit que Marcus Blackwell les avait envoyés. L'un des cambrioleurs au sol s'écria. C'est faux. Elle n'a aucune preuve. Tais-toi, gronda leur chef. Reeves eut un sourire froid. Dans les petites villes, tout finit par se savoir. Nous surveillons Marcus Blackwell depuis des années. Intimidation, extorsion, rachat forcé, mais il est prudent. Jusqu'à ce soir. C'est l'erreur que nous attendions. Elle se tourna vers ses agents. Lisez-leur leurs droits. Prenez leur déposition et prévenez le procureur fédéral. Je crois qu'il sera très intéressé. Pendant 2 heures, la demeure se transforma en scène de crime. Les techniciens prirent des photos, les enquêteurs interrogèrent Maya à plusieurs reprises. Whitmore s'occupa de Sophie dans le salon, la distrayant avec douceur. Lorsque le coffre fut enfin ouvert officiellement, sous le regard des témoins, le silence tomba. Même les policiers les plus aguerris restèrent stupéfaits. Devant eux s'étendaient des rangées de tableaux, de bijoux, de montres anciennes. Le capitaine Reeves observa la collection, émerveillé. 30 ans de carrière, murmura-t-elle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Vous savez ce que tout cela vaut? Des centaines de millions, répondit Maya. Peut-être davantage. Et la famille Blackwell savait depuis toujours que cette collection existait. Reeves se tourna vers elle, le regard admiratif. Vous êtes courageuse, mademoiselle Thompson. La plupart auraient accepté l'argent et tourné la page. J'y ai pensé, admit Maya. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de vérité. De justice. De montrer que le pouvoir ne donne pas le droit de tout prendre. Eh bien, dit Reeves, vous avez fait plus que leur résister, vous les avez vaincus. Avec ce que nous avons maintenant, Marcus Blackwell fera face à des accusations de conspiration, de tentative de vol, de fraude et bien d'autres encore. Ses avocats doivent déjà négocier sa reddition. Le lendemain matin, Maya se trouvait dans le bureau de Whitmore. Sophie dormait sur une chaise, épuisée. Whitmore, lui, enchaînait les appels, procureur, agent du FBI, historien de l'art, journaliste. C'est plus grand qu'on ne l'imaginait, dit-il en reposant son téléphone. Le FBI ouvre une enquête complète sur les pratiques de la famille Blackwell. Apparemment, tu n'es pas la première qu'ils ont tenté d'intimider. Ils le font depuis des décennies, ciblant des familles vulnérables pour racheter leurs terres à vil prix. Et maintenant, demanda Maya. Maintenant, c'est à nous d'attaquer. Nous déposons une contre-plainte contre Marcus Blackwell pour harcèlement, détresse émotionnelle et tentative de vol. Et d'après ce qu'a trouvé la police, les 3 hommes qu'il a engagés parlent déjà. Il l'implique directement. Est-ce que je pourrais garder la collection? Whitmore sourit. Il n'y a plus aucun doute. Les documents que tu as découverts prouvent que James Thompson a acquis chaque œuvre légalement. Et la renonciation signée d'Harrison Blackwell annule toute réclamation de ses descendants.
La maison, la collection, tout appartient. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Je n'arrive pas à croire que ce soit fini. Whitmore posa une main compatissante sur son épaule. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Maintenant commence la partie la plus difficile, vivre avec la vérité, la défendre, et décider ce que tu feras de cet héritage. Le soleil d'hiver filtrait à travers les vitres, éclairant la poussière en suspens comme une pluie d'or. Dans ce calme après la tempête, Maya comprit enfin, la maison n'était plus un fardeau du passé, mais une promesse d'avenir. Elle avait sauvé plus qu'une collection. Elle avait sauvé une histoire, celle de sa famille, de sa dignité, et de sa liberté retrouvée. L'héritage du cœur. Maya resta immobile, le souffle coupé. 245 millions de dollars. La somme résonnait dans sa tête comme un coup de tonnerre. Ce matin-là, l'expertise finale était tombée, même en déduisant les frais d'authentification, de restauration et de justice, la collection familiale valait $250 million. Un chiffre irréel, presque indécent. Elle baissa les yeux vers Sophie, sa fille, endormie paisiblement, ignorante du tumulte qui bouleversait déjà le destin de leur vie. Cet enfant qu'on avait humilié, expulsé de son école, traité de voleuse. Que pouvait-elle lui offrir, maintenant? Quelle vie, quelle dignité? J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle. Les semaines du jugement. Durant 6 longues semaines, la vie de Maya devint un tourbillon. Le procès contre Marcus Blackwell avança vite, porté par des preuves accablantes. Ses 3 complices plaidèrent coupables et acceptèrent de témoigner. Les documents bancaires révélèrent une toile de corruption, Blackwell avait soudoyé le shérif, des commerçants, jusqu'à la directrice d'école pour ruiner Maya. La conspiration dépassait tout ce qu'on imaginait. Face à la chute imminente de son empire, Blackwell finit par céder, il accepta 3 ans de prison en échange d'une réduction de peine, versa $5 millions de dommages, et surtout signa un document officiel reconnaissant que la collection Thompson avait été acquise légalement, sans aucun droit de revendication pour sa famille ni aujourd'hui, ni jamais. Une victoire nationale. L'histoire fit la une du New York Times. Une mère célibataire défend son héritage de 245 millions contre un milliardaire. Les plateaux télé se succédèrent, les magazines multiplièrent les portraits. Maya supportait mal cette soudaine célébrité, mais elle comprit que cette lumière pouvait servir. Des musées lui proposèrent d'exposer les œuvres. Christie's et Sotheby's l'approchèrent, promettant des enchères légendaires. Les conseillers financiers, les gestionnaires de fortune, les investisseurs, tous affluaient. Et Maya, silencieuse, écoutait. Puis, calmement, elle prit sa décision. Une demeure transformée. 3 mois après cette nuit d'effroi dans le grenier, Maya se tenait sur les marches du manoir Thompson. Le toit réparé, les fenêtres remplacées, les jardins ressuscités. La demeure, autrefois un mausolée du passé, renaissait comme un pont vers l'avenir. Derrière elle, des ouvriers installaient une enseigne flambant neuve. Fondation Héritage Thompson, un foyer pour ceux qui n'en ont plus. À ses côtés, Sophie, 7 ans, tenait la main de sa mère. Vêtue d'une robe claire, les cheveux tressés, elle semblait une autre enfant. Mais dans ses yeux brillait toujours cette force tranquille. « Tu es sûre, maman? On pourrait garder la maison rien que pour nous. » Maya s'agenouilla devant elle. « On pourrait, oui. Mais tu sais ce que j'ai compris? Avoir une maison, ce n'est pas seulement un toit. C'est un endroit où l'on se sent en sécurité, où l'on sait qu'on appartient. Et il y a dehors tant de gens qui n'ont plus ça, des gens comme nous autrefois. Un sanctuaire pour les oubliés. 20 chambres avaient été transformées en appartements. Chaque famille pouvait y rester 1 an, gratuitement, le temps de se reconstruire. Pas de questions, pas de jugement, seulement du soutien, de la chaleur et du temps. Pour financer cette renaissance, Maya avait vendu une partie de la collection. Le sera parti à 42 millions, l'étude de Van Gogh à 68 millions, la collection de montres Patek Philippe à 93 millions. En tout, environ un tiers des œuvres, générant plus de 200 millions nets après impôts. 100 millions furent investis dans un fonds de dotation. Les revenus de ce capital, près de 4 millions par an, suffiraient à faire vivre la fondation, entretenir le manoir et financer des programmes d'éducation, d'emploi et de réinsertion. 50 millions furent placés dans une fiducie pour Sophie, intouchable jusqu'à ses 25 ans. Et les 50 derniers restèrent à Maya, une somme inépuisable pour une vie simple. Le retour des saisons. Elle acheta une maison modeste en ville,
un vrai foyer avec un jardin et une balançoire. Elle finança des bourses universitaires pour 10 jeunes de Hollow Creek, sauva la bibliothèque, la caserne de pompiers, la banque alimentaire. Elle racheta tous les commerces autrefois contrôlés par Blackwell, pour les revendre à leurs anciens propriétaires, $1 symbolique chacun. Le jour où elle remit les clés de l'épicerie à son gérante, les larmes dans les yeux de cette femme valaient plus que tous les billets de banque du monde. La ville, autrefois méfiante, s'était adoucie. Certains s'excusèrent, d'autres restèrent à distance. Maya avait appris la prudence, mais jamais la rancune. Richard Whitmore, son avocat, était devenu un ami fidèle. Quand elle voulut le payer gracieusement, il refusa. « Vous m'avez rendu la foi en mon métier, dit-il. Vous avez rendu à cette ville quelque chose qu'elle avait perdu, l'espoir. Un nouveau commencement. » 6 mois plus tôt, Maya n'avait qu'une voiture pleine de sacs et une enfant à protéger. Aujourd'hui, elle dirigeait une fondation, un héritage vivant. La première famille arriva un après-midi de printemps, Lisa, 34 ans, 2 enfants, 5 mois passés à dormir dans sa voiture. En entrant dans le grand hall, elle éclata en sanglots. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi faire tout ça pour des inconnus ?» Maya prit ses mains. « Parce que je sais ce que c'est. Se sentir invisible. Croire qu'on ne compte pour personne. Et je veux que vous sachiez, Lisa, vous comptez. Vous et vos enfants méritez sécurité et temps pour guérir. Alors prenez-le. Et, quand viendra votre tour, tendez la main à quelqu'un d'autre. » Lisa la serra dans ses bras, pleurant contre son épaule. Et dans cette étreinte, Maya ressentit une paix profonde. Non pas la joie bruyante du triomphe, mais la certitude silencieuse d'avoir accompli ce pourquoi elle était née. La maison des renaissances. Les mois suivants, la fondation se remplit. Des mères, des pères, des anciens, des jeunes couples. Chacun arrivait brisé, chacun repartait transformé. Le manoir, jadis tombeau, était devenu refuge. Maya engagea des travailleurs sociaux, des éducateurs, des psychologues. Elle créa un laboratoire informatique pour les formations en ligne, monta des partenariats avec les entreprises locales. Et les œuvres d'art restées dans la demeure, une soixantaine, estimées à 40 millions, furent accrochées dans les couloirs. Les enfants faisaient leurs devoirs devant un Monet, les familles déjeunaient sous un Degas. La beauté, autrefois cachée, appartenait désormais à tous. C'est alors que Maya comprit le véritable sens de l'héritage d'Eleanor. Elle n'avait pas protégé un trésor, mais un potentiel. Celui de la richesse mise au service du bien, du pouvoir utilisé pour élever plutôt qu'écraser. De la survie à la mission. 1 an après son arrivée à Hollow Creek, Maya travaillait dans la bibliothèque du manoir, devenue le cœur administratif de la fondation. Dehors, les rires d'enfants s'élevaient du jardin. Sophie, à nouveau scolarisée, rayonnait dans sa nouvelle école, accueillie à bras ouverts. Richard Whitmore entra dans la pièce. « Avant que vous arriviez, dit-il, je voulais tout arrêter. J'étais fatigué de voir les puissants gagner. »« Et maintenant ?» demanda Maya. « Maintenant, vous m'avez rappelé pourquoi je suis devenu avocat, pour défendre ceux qu'on écrase. » Il lui tendit un dossier. 5 affaires, 5 familles spoliées par des héritiers cupides. Je voudrais que la fondation finance leur défense. Combien? 5 millions en tout. Mais cela enverrait un message, les prédateurs ne gagneront plus dans l'ombre. Maya ne réfléchit pas. Faites-le. Pour eux, pour tous ceux qui viendront après. Les soirs de lumière. Le soir même, elle parcourut la maison, dans la cuisine commune, 3 mères cuisinaient ensemble, dans le salon, des enfants récitaient leurs leçons, dans la salle de musique, une ancienne professeure jouait du piano restauré. Le manoir vibrait de rire et de vie. Eleanor aurait adoré voir ça, pensa Maya. C'était cela, le véritable trésor, le pouvoir de changer des existences. Sophie accourut, essoufflée. « Maman, Jessica peut venir jouer demain ?»« Bien sûr, ma chérie. » Il y a 6 mois, elle n'aurait jamais osé inviter quelqu'un. Désormais, elle parlait de chez elle avec fierté. Non pas parce que c'était un manoir, mais parce qu'il était habité par la bonté. L'héritière de la lumière. Ce soir-là, une fois Sophie endormie, Maya s'assit sur la véranda de leur maison, une tasse de thé entre les mains. Elle leva les yeux vers les étoiles. Elle repensa à tout, le parking derrière le Walgreen, la lettre, la peur, la nuit dans le grenier. À Marcus Blackwell, déchu, emprisonné,
symbole de l'avidité punie. Elle n'éprouvait ni vengeance ni pitié. Seulement la sérénité de celui qui a choisi le bon chemin. Autour d'elle, dans le manoir illuminé au loin, des familles dormaient en paix. Maya avait reçu 245 millions de dollars, mais elle avait gagné bien plus, un sens. Elle avait compris que sa souffrance avait servi à quelque chose. Quelle était devenue la femme que ses familles attendaient? 2 ans plus tard. La pelouse du manoir était couverte de monde. 500 personnes venues fêter les 2 ans de la fondation. Anciens résidents, bénévoles, donateurs. Lisa, la première hébergée, dirigeait désormais une entreprise de restauration et employait d'autres anciens. Un certain James, devenu travailleur social, travaillait ici même. Sarah, jeune mère, avait écrit un livre et reversé tous les bénéfices au refuge du pays. Des récits de renaissance, d'humanité retrouvée, s'enchaînaient. Maya monta sur scène, tremblante, peu à l'aise avec les discours. « Il y a 2 ans, j'étais l'une de vous, dit-elle simplement. J'avais peur. Je croyais que ma fille et moi ne comptions pour personne. Mais nous comptions. Nous comptons tous. Chaque personne ici, chaque âme dehors encore perdue, a de la valeur. Cette fondation est la preuve qu'il suffit d'un cœur pour rallumer des centaines d'autres. » Les applaudissements furent tonnerres. Sophie, 8 ans, se tenait fièrement à ses côtés, consciente que sa mère n'avait pas seulement bâti un refuge, mais un mouvement. Le dernier adieu. Une fois la foule partie, Maya monta au grenier. Les clés, toujours autour de son cou, tintèrent doucement. Le coffre était vide désormais, mais la pièce respirait la plénitude. La fortune cachée pendant 90 ans avait enfin trouvé son but, transformer des vies. Elle posa la main sur le métal froid. « Merci, Éléanore, murmura-t-elle. Merci d'avoir cru qu'un jour quelqu'un comprendrait. » Dans le silence, elle crut entendre un murmure d'approbation, une bénédiction venue du passé. Parce qu'au fond, le véritable trésor n'était ni l'or ni l'étoile, mais la compassion. L'héritage vivant. Maya descendit l'escalier en refermant la porte derrière elle. Elle savait maintenant ce qu'elle avait vraiment hérité. La responsabilité de prouver que la richesse pouvait servir la justice. Que le pouvoir pouvait s'allier à la bonté. Que ceux qui avaient tout perdu pouvaient, un jour, devenir ceux qui redonnent tout. La femme qui dormait autrefois dans sa voiture était devenue celle qui offrait un toit à des centaines d'autres. La mère qui craignait de ne plus nourrir sa fille avait créé un lieu où aucun enfant ne se coucherait le ventre vide. Et la femme qu'on avait ignorée était désormais impossible à oublier. Ses moments préférés restaient pourtant les plus simples. Le rire de Sophie au petit déjeuner. Le premier sourire timide d'une nouvelle résidente. La gratitude muette d'une mère reprenant confiance. Ces instants ne faisaient pas les gros titres, mais ils étaient la vraie récompense. Car Maya avait compris une vérité essentielle. Le chemin le plus difficile est souvent celui du bien. Et les plus grandes fortunes ne dorment pas dans des coffres. Elles battent dans les cœurs de ceux qui osent aimer. Ce soir-là, le manoir Thompson brillait sous le ciel du Vermont, chaque fenêtre allumée comme une promesse. Et quelque part, derrière ces murs, une âme brisée retrouvait la foi en demain. Parce que Maya avait prouvé que c'était possible. Pour elle, pour Sophie, et pour tous ceux qui viendraient après. La femme sans abri qui avait hérité d'un manoir n'avait pas seulement trouvé un trésor. Elle avait bâti une espérance. Un héritage d'amour, de courage et de seconde chance. Fin.